Hello les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Je chuchote un peu parce qu'il est actuellement 1h du matin quand je fais le montage du podcast. Bref, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode invité. Youhou, trop bien. Avec Mag de Maggie's Crafting. Vous en apprendrez beaucoup plus sur elle lors du podcast. Vous allez voir, c'est pépite, pas très axé ESO, même si on en parle à la fin. Mais j'espère que ce podcast vous plaira autant qu'il m'a plu. Je remercie déjà Mag d'être passée sur le podcast. Ça y est, on est devenues meilleures copines. Bref, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Manon, j'ai 20 ans, bientôt 21. J'ai une boutique de bijoux où je vends des bijoux en pierre naturelle, etc. Mais pas que, je suis aussi très active sur les réseaux dans le domaine ésotérique et de la spiritualité. Et j'ai le podcast que vous écoutez en ce moment, où on parle un petit peu de tout ce qui m'intéresse. Ce podcast, c'est vraiment moi. Entrepreneuriat, spiritualité, ésotérisme, voilà, avec plein de personnalités et moi-même. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire et à me dire si vous êtes des craftos ou pas. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec l'enregistrement. J'espère que vous allez passer un bon moment. Bisous. Coucou Mag, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais, etc. etc. Oui, alors je m'appelle Maggie Lège, mais tout le monde m'appelle Mag. J'ai 20 ans, je vis à Toulouse depuis à peu près 3-4 ans et je suis créatrice de bijoux, donc j'ai une marque de bijoux qui s'appelle Maggie's Crafting et je travaille dessus à temps plein. Génial. T'as 20 ans ou 21 ans? Oh non, j'ai 21 ans depuis une semaine. J'ai tellement l'habitude de dire que j'ai 20 ans, mais j'avoue, j'ai 21 ans. J'ai passé cet âge, j'ai passé le cap, j'ai 21 ans. Et ça va, t'as passé un bon anniversaire, c'était chouette? Ouais, ça va. La journée, j'ai pas mal travaillé, mais le soir, c'était cool. Je suis allée au restaurant avec mon copain. Voilà. Trop chouette. Donc pour un petit peu t'introduire, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un podcast avec Mag? C'est parce que tu as un parcours de vie qui est quand même assez en lien avec les énergies du moment. Donc comme on peut pas passer l'info, aujourd'hui c'est Halloween, mais c'est aussi un sabbat, qu'on célèbre, donc les païens, voilà, où, c'est très en lien avec, la mort, le deuil, le fait de rentrer dans la période sombre d'introspection pour faire un petit peu le point sur ce qui est passé et voir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus dans ce qui va arriver dans l'avenir. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'avoir, sur le podcast et que je t'ai invitée pour un sujet très fancy, très fun, Là, qui est, un petit peu ton parcours de vie. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours de vie? Qu'est-ce que tu as traversé de moins sympathique? oui, alors, par où commencer? Alors, c'est vrai que j'ai un rapport avec la mort qui est assez spécial parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans, donc d'un cancer du sein. Avant ça, j'ai vécu avec sa maladie pendant pas mal d'années. Donc, même de son vivant, j'avais parfois l'impression d'être plus ou moins confrontée à la mort. Donc, c'était pas évident. Et quand elle est décédée, donc il y a quelques années maintenant, j'y ai fait face de la pire des manières, j'ai envie de dire. Et après ça, après son décès, c'est mon papa qui est tombé malade. Ça, c'est un sujet que j'aborde beaucoup moins parce que c'est toujours d'actualité. Il est toujours en vie à l'heure actuelle, Dieu merci. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que c'est une maladie qui est hyper floue. On sait jamais quand est-ce que tout peut basculer. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être confrontée à la mort des dizaines et des dizaines de fois, tellement j'ai eu de frayeur vis-à-vis de cette maladie. Donc voilà, on va dire que c'est quelque chose qui m'accompagne presque quotidiennement. C'est pas très fun, mais c'est là et je fais avec, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait face, au deuil et à la découverte de ce cancer, de cette maladie et comment est-ce que tu as fait pour, vivre le deuil de ta maman? Alors, quand j'ai découvert que ma mère était malade, j'étais très jeune. J'avais peut-être 9 ou 10 ans maximum. Donc, je comprenais ce qu'était un cancer, mais je comprenais pas exactement ce que ça impliquait. Tout ce que je voyais, c'était que ma mère avait perdu des cheveux. Franchement, à part ça, je me rendais pas trop compte de ce que c'était. Et je pense que même à 13 ans, j'étais encore trop jeune pour tout comprendre. Aujourd'hui, il y a des choses sur le cancer, pardon,
que je sais et dont j'avais absolument pas conscience quand je le vivais avec ma mère, alors que c'est quelque chose que je côtoyais au quotidien. Donc pendant plusieurs années, j'ai vécu avec une mère malade sans trop comprendre. Et quand elle est décédée, ça a été tellement brutal que j'y ai pas cru pendant très longtemps. Donc on va dire que ça m'a pas mal protégée pendant plusieurs années en surface. En surface, parce que au quotidien ça allait plutôt bien, mais je voyais que mon mal-être se répercutait à d'autres endroits. J'avais développé des gros troubles du comportement alimentaire, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai été insomniaque pendant quasiment 2 ans, je faisais des grosses paralyses du sommeil. Donc il y avait beaucoup de signes qui me montraient que ça allait pas du tout. Mais pour autant, au quotidien, on va dire que je le vivais pas si mal que ça. C'est un peu bizarre à dire, mais je le vivais pas si mal que ça, jusqu'à ce que je me retrouve confrontée en fait à mes pensées et à la réalité surtout. Donc à peu près 3-4 ans plus tard. Donc il a vraiment fallu du temps pour réaliser ce qui se passait. Quand c'est arrivé, ça a été énormément compliqué. Je suis passée par une très grosse phase de dépression. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai enfin fini par accepter qu'elle était partie, déjà par comprendre qu'elle était partie et pas juste me dire qu'elle allait revenir du jour au lendemain. Et je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'est d'arrêter de me poser des questions, arrêter de savoir, de chercher à comprendre pourquoi, comment, pourquoi moi, pourquoi elle. Je me pose plus aucune question et j'accepte. Je me mets limite en mode pilote automatique et j'accepte sans me poser plus de questions que ça, on va dire. Mmh. Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Est-ce que ça t'a permis d'évoluer quelque part? Alors, déjà, j'ai pris conscience du fait que la vie pouvait être très courte, très brutale. Donc, même si je suis passée par une phase où justement, une phase très sombre où je savourais plus du tout la vie, aujourd'hui, je me rends tellement compte que la vie est précieuse que j'essaye d'en savourer toutes les secondes, franchement. Donc ouais, même si ça a été très compliqué, aujourd'hui, vraiment, je profite de tout. Je profite de tout. Et je profite surtout d'être en bonne santé. Je, je réalise à quel point la santé est précieuse. Le simple fait de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir voir. Je pense vraiment que j'apprécie la vie, mais peut-être 10 fois plus qu'une personne classique. Parce que je me rends compte de la chance que j'ai et pourtant j'ai été très dépressive pendant très longtemps. Donc on est vraiment passé d'un extrême à un autre. Et même si ça a été très dur, la leçon que j'en tire aujourd'hui, elle est bizarrement assez positive. Est-ce que tu as ressenti que ça a créé un écart avec peut-être les autres personnes de ton âge ou les personnes que tu pouvais côtoyer, le fait que tu aies vécu ce genre de choses et que tu aies ce rapport à la mort qui est quand même assez spécial? Ouais, complètement. Complètement. Déjà, je pense avoir mûri un petit peu plus rapidement que les autres parce que au final, même en primaire, je me retrouvais à m'occuper de ma maman quand elle avait besoin, de m'occuper de mon frère quand elle était à l'hôpital. Donc déjà, à l'âge de 9-10 ans, je faisais des choses qui n'étaient pas forcément de mon âge. Et quand elle est décédée, en fait, j'ai pris son rôle du jour au lendemain. Donc, je suis littéralement devenue mère à 14 ans. Franchement, on peut le dire. Et ça m'a fait grandir déjà beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. J'ai l'impression de presque avoir pas eu d'enfance et pour le coup, de ne vraiment pas avoir eu d'adolescence. Donc, il y avait un fossé entre moi et les gens de mon âge. Déjà psychologiquement, parce que vivre ce genre d'événements, ça te fait grandir beaucoup plus vite que les autres, j'ai l'impression. Et même au niveau du quotidien, ça avait rien à voir. Enfin, moi, je m'occupais de faire le ménage, de faire à manger, de remplir des papiers administratifs pendant que mes amis allaient au McDo, tu vois. Je remplissais des fiches d'imposition à l'âge de 14 ans. Donc ouais, j'avais vraiment l'impression d'avoir personne en fait qui pouvait comprendre mon train de vie et c'était très dur. Franchement, c'était très dur à vivre. Est-ce que ce fait, d'avoir une différence, au niveau des autres, ça t'a permis de f d'en faire une force ou au contraire, tu as trouvé que c'était plus difficile qu'autre chose? Alors, au début, c'était vraiment une faiblesse. Vraiment je me rendais pas compte, en fait, de ce que ça pouvait m'apporter parce que,
Mais quand j'étais dedans, je trouvais juste que c'était horrible, que j'avais pas de vie. Et donc très très compliqué, mais j'ai fini par me rendre compte que ça m'avait énormément appris. Je suis devenue tellement autonome. Je, je sais que aujourd'hui je peux me débrouiller toute seule, que j'ai besoin enfin, j'apprécie l'aide des gens, mais s'ils sont pas là, je sais que je sais à peu près tout faire toute seule. Donc j'apprécie d'autant plus qu'on m'aide maintenant parce que j'ai pas eu l'habitude, j'ai pas été habituée à ça avant. Donc le fait d'être aidée, c'est, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un gros 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 plus pour moi. Ça me fait vraiment du bien. Mais j'ai ce côté où je sais me débrouiller toute seule. Et d'un autre côté, ça a été tellement dur qu'aujourd'hui, j'ai quasiment l'impression d'être invincible. C'est un peu prétentieux, mais j'ai quasiment l'impression qu'il ne pourra pas m'arriver pire que ça et qu'en fait, j'ai déjà vécu mes pires années. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais au début. C'était tellement dur qu'aujourd'hui, je ne peux que apprécier ma vie. Et comment tu as fait pour te sortir de cette situation-là et de commencer à profiter de la vie alors qu'à ce moment-là, c'était archi dur? Alors, je pense déjà que j'ai réalisé que mon mal-être venait de deux choses. Il y avait les événements que je traversais et la manière dont je les interprétais. Donc, ce que je vivais, c'était pas drôle. Je pense que ça aurait anéanti plus ou moins n'importe qui. C'est factuel. Mais la manière dont je peux vivre et interpréter ces événements ne dépendent que de moi. Donc, même si c'est extrêmement dur, ben, je peux choisir de pleurer pendant 5 ans, pleurer pendant un an, ne pas pleurer du tout. Et je pense que je me suis tellement lamentée. Vraiment, je le dis pas de manière négative, mais j'étais vraiment lamentable. J'étais dans un état pitoyable pendant des années et des années. Et je pense qu'il y a un moment où j'ai réalisé que je pouvais pas vivre comme ça toute ma vie. J'ai lâché tellement de larmes, tellement de cris, tellement de tout, que dans tous les cas, j'allais plus avoir de stock sur les années à venir. Je pense que j'arrivais un peu au bout de tout ce que je pouvais sortir. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, bah Mag, c'est arrivé, tu peux rien y faire. Tu n'as pas le contrôle sur ces événements, mais tu as le contrôle sur ce que tu vas en faire. Donc, je sais pas d'où j'ai sorti la force de me remettre plus ou moins de tout ça et de ouais, essayer de cultiver une pensée beaucoup plus positive parce que j'étais tellement pessimiste et négative, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Je pense que je n'ai pas eu une seule pensée positive ou un seul mot positif pendant au moins 5 ans, tu vois. Et j'ai commencé à un petit peu intégrer ça dans mon quotidien. Au début, franchement, j'ai dû me persuader que ça allait bien. Je me mentais à moi-même, hein. Donc, c'était un petit peu dur de me confronter à la réalité en me disant, bah, Mag, en fait, ça va pas du tout. C'était un peu les montagnes russes. Mais à force de quasiment le jouer, ben, en fait, j'ai fini par l'intégrer et ouais, je me suis vraiment forcée. Et à la fin, ça a fini par marcher, mais c'est pas un claquement de doigts, tu vois. Il suffit pas de le vouloir pour l'avoir. C'est un peu plus compliqué que ça, mais par miracle. Je ne sais quel miracle j'ai réussi. Est-ce que tu as fait appel à des personnes, des professionnels ou est-ce qu'il y a quelqu'un ou une personne qui a pu t'aider aussi à gérer ça plus facilement? Alors, j'ai fait appel à 2 psychologues et un psychiatre qui ne m'ont pas vraiment été utiles. Ils m'ont pas vraiment été d'une grande aide parce que, je sentais vraiment que les psychologues étaient un peu dépassés par ma situation, sachant que là, je te raconte, brièvement ce que j'ai vécu, mais elle avait vraiment tous les détails de ma vie et je sentais qu'il y a un moment où elle était dépassée par ce qui se passait. Je pense que c'est aussi lié, c'est aussi lié avec le fait que c'était une psychologue qui s'occupait de beaucoup d'étudiants et de ce qu'elle a pu me dire, en fait, la plupart des problèmes des gens de mon âge étaient liés aux études qui étaient difficiles. On sortait de confinement, donc ça avait créé pas mal de dépression chez certains élèves. Donc elle était plutôt habituée à ce genre de problème-là. Et quand elle s'est retrouvée avec moi qui lui expliquait que j'avais perdu ma mère, au moment où je lui parlais, je pensais être en train de perdre mon père. Donc c'était vraiment très, 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 très compliqué. Et je l'ai sentie tellement dépassée qu'au final, elle ne m'aidait pas du tout. Elle m'a renvoyée vers un psychiatre qui, lui,
ne m'apportait aucun soutien psychologique. Au contraire, il était même très dur. Enfin, pour te donner un exemple, il faisait des blagues sur ma situation. C'était pas drôle du tout. C'était vraiment pas drôle. Il faisait une blague, après il me sortait un médoc, tu vois. Youpi. Donc, ouais, pas fun. J'ai juste fini shooté aux médicaments. J'ai super mal réagi à ces médicaments. Donc, à pas me transformer en zombie pendant plusieurs mois, c'est tout ce qui s'est passé. Et je pense que justement, le fait d'être tombée sur des mauvais, entre guillemets, praticiens, ça m'a permis de me dire, bon, Mag, si tu peux pas compter sur eux, tu vas pouvoir compter que sur toi. Donc, ça m'a un petit peu forcé à sortir la tête de l'eau par moi-même. Et je sais aussi que j'ai mon copain qui m'a pas mal aidée parce qu'il habitait vraiment à côté de chez moi à ce moment-là. Donc, il a quasiment emménagé chez moi pendant toute cette période, histoire de faire attention à moi et s'assurer que je fasse pas de bêtises, on va dire. Donc, il a veillé sur moi pendant très très longtemps et ça m'a vraiment aidée. Et tu penses que ça t'a fait du bien aussi d'avoir une personne extérieure qui n'était pas forcément là-dedans, dans le sens où il faisait pas partie vraiment de la famille en soi, de voir aussi d'un point de vue extérieur et de te sortir un petit peu la tête de l'eau? Alors, oui et non. Je dirais oui parce que c'était vraiment une bouffée d'air frais. Ça me sortait de tout ce que je connaissais. Donc ça faisait vraiment du bien. Mais d'un autre côté, il a tellement pas vécu ce que j'ai vécu qu'il avait du mal à comprendre. Sachant que j'ai aussi eu beaucoup de mal à exprimer ce que je ressentais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal avec ça, mais quand j'étais dedans, j'avais énormément de mal à poser des mots sur ce que je traversais. Donc le fait que je n'en parle pas et que lui, déjà, il peut pas deviner, il peut pas comprendre ce que je ressens. Donc il y a souvent eu des gros décalages entre lui et moi où il comprenait pas certaines de mes réactions, où moi, j'étais beaucoup en colère à ce moment-là. Donc en fait, j'avais l'impression que tous les gens qui ne vivaient pas ce que je vivais étaient privilégiés. Alors que pas du tout. Pas du tout, hein, déjà, c'est la vie. Hein, Et aujourd'hui, je me réjouis du fait que d'autres gens ne vivent pas ce que je vis, tu vois. Mais avant, j'avais presque envie que tout le monde traverse la même chose que moi parce que je me disais pourquoi moi et pas les autres. Donc je ressentais énormément d'injustice et même envers mon copain. Enfin, c'est un peu dur à assumer, mais j'étais presque jalouse de sa situation alors que c'était mon copain, tu vois. Je suis censée lui souhaiter le meilleur. Il n'y a absolument pas ça, mais c'était tellement dur que ouais, des fois j'avais du mal à faire la part des choses, on va dire. Je comprends. Franchement, ça doit être tellement dur. Et vous vous êtes rencontrés, avant que ça arrive? C'est-à-dire que vous avez évolué ensemble ou vous vous êtes rencontrés en plein milieu de l'événement, on va dire? Alors, je l'ai connu avant, on n'était pas en couple, il faut savoir que je l'ai connu très tôt, je l'ai connu à l'âge de 11 ans. Donc, il connaissait ma situation, il savait que j'avais une mère qui était malade, mais j'en parlais très peu. Et après ça, on s'est un petit peu perdu de vue et on s'est retrouvés quelques années après, donc j'avais 14 ans quand on s'est mis ensemble et ça faisait à peu près 1 an que je venais de perdre ma mère. Donc c'était en plein dans ma phase de déni. Autant te dire que c'était pas le genre de discussion qu'on avait ensemble. Donc au final, pendant au moins 3 ans de notre relation, je lui en ai jamais parlé. On n'en parlait jamais, jamais. Il savait que c'était là. Il savait que quotidiennement, ça allait pas du tout. Mais je me plaignais plutôt de mon quotidien, du fait que j'avais beaucoup de tâches à gérer. Mais j'ai jamais traité le problème en lui-même avec lui. Ça, j'en ai parlé beaucoup plus tard, donc ouais, 3-4 ans après, justement, quand j'étais en pleine dépression et qu'il essayait un petit peu de comprendre pourquoi. Donc voilà, il a eu plus ou moins le cheminement, mais c'était un peu flou parce que je m'exprimais vraiment pas. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu penses de la phrase de: «On ne peut pas guérir dans un endroit où on a été blessé»? Est-ce que pour toi ça a été le cas ou pas du tout? Ouais, je pense vraiment que cette phrase, enfin, je pense vraiment que c'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec ça parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai grandi du côté de Lyon et en fait, c'est là que j'ai vécu tous ces traumatismes, on va dire. Et je pense que j'aurais pas pu m'en sortir aussi bien si j'étais restée. Déjà parce que le fait de fréquenter simplement toutes ces personnes, enfin, en gros, j'assimile mon histoire à des personnes, à des lieux, à des odeurs, enfin, comme tout le monde, je pense. Et le fait que justement ces personnes, ces lieux, ces odeurs, ces trucs soient
concentrés dans une même ville ou un même quartier ou même juste un même appartement, tu vois. Je pense que ça complique vraiment les choses. Et le fait de se couper de tout et de repartir de zéro, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé. Mmh. Et tu as réussi à faire ton deuil en étant partie de là ou tu as réussi à commencer à faire ton deuil quand tu étais déjà quand tu étais encore à Lyon du coup? Je pense que le fait de partir, c'est vraiment aussi ce qui m'a aidée parce que en fait, ça rejoint vraiment ce que je te disais juste avant. C'était compliqué de faire mon deuil et de me dire que ma mère était vraiment partie parce que je fréquentais des endroits qu'elle avait fréquentés. Donc je me disais, enfin, c'est tout bête, mais même 3 ans après, je pouvais me dire, bah, elle va peut-être passer par là, je vais peut-être la croiser au marché, tu vois. Alors que ben, pas du tout. Et le fait de quitter justement cette ville, donc je suis passée du côté de Lyon à Toulouse, donc c'est extrêmement loin, c'est plus du tout le même climat, ça a vraiment rien à voir, c'est plus les mêmes personnes. Donc le fait déjà de voir que j'arrive toute seule dans une nouvelle ville, qu'elle n'est pas là, de commencer un nouveau chapitre de ma vie, ça m'a vraiment permis de réaliser que ouais, là c'est fini, tu risques pas de la croiser à 400 km de chez toi. Et ouais, le fait de ne plus avoir aucun lien avec ma nouvelle vie, avec mon ancienne vie, pardon, ça m'a permis de me dire, ben, écoute, là tu commences quelque chose ben, sans ta mère, sans ton père géographiquement parlant. Et ouais, ouais, c'est vraiment nouvelle ville, nouvelle vie. Petit détail pas négligeable, quand je suis arrivée au lycée, je suis arrivée dans un lycée qui était en face de l'hôpital où elle est décédée. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais à l'école et je fréquentais l'endroit où elle était morte quelques années avant. Donc ça a été horrible. Vraiment, ça a été horrible. Donc en fait, plus j'essayais d'avancer dans mon deuil et plus je reculais au final. Et le fait de partir et d'arriver à Toulouse, ça m'a permis déjà de vraiment repartir de zéro, de commencer un nouveau chapitre de ma vie sans elle et de comprendre que c'était vraiment fini, quoi. Mmh. Et quand tu es arrivée à Toulouse, qu'est-ce que tu as fait, c'était quoi ton 1er move quand tu es arrivée à Toulouse pour t'installer et pour essayer du coup de changer de chapitre de ta vie? Alors, j'ai pris un appartement toute seule. Donc, je voulais pas de colocation. Je voulais même pas m'installer avec mon copain. Parce que, pour le contexte, j'ai été à distance avec mon copain pendant 3 ans et on s'est retrouvés à Toulouse 3 ans plus tard. Et je lui ai dit, on s'installera pas ensemble. On a atterri dans le même quartier par hasard, mais j'y vais toute seule. Et ouais, je pense que je voulais vraiment me retrouver. Je voulais vraiment me retrouver seule pendant un moment. Donc, ouais, je me suis installée dans mon appart. Je suis rapidement retournée en cours parce que j'ai emménagé quelques jours avant ma rentrée à l'université. Donc ouais, je me suis retrouvée un peu seule au début. Et ça fait quoi de se retrouver seule quand on sort, de l'enfer vraiment, ça fait quoi? Alors, j'ai trouvé ça cool pendant 2 semaines. Voilà. Pendant 2 semaines, j'ai trouvé ça trop bien. J'avais l'impression de revivre, vraiment de commencer une nouvelle vie, tu vois? C'était digne, d'une série Disney Channel, quoi. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop bien jusqu'à ce que la réalité me rattrape. Voilà. Je pense que je m'étais faite de fausses idées et que j'avais un petit peu idéalisé mon départ parce que certes, on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous rend malade, mais c'est pas parce qu'on le quitte que nos problèmes disparaissent du jour au lendemain. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Je pensais vraiment que tout allait s'évaporer à l'instant où j'ai quitté cette ville. Et en fait, pas du tout. J'ai quand même ramené une partie de mes problèmes ici parce que ce qui se passe dans ma tête, ben, peu importe où je suis, c'est dans ma tête, quoi. C'est moi et moi seule. Et ouais, le retour à la réalité, il a été terrible. Terrible. Tu entends quoi par, retour à la réalité? Est-ce que c'est plus, le fait que, bah, il faut gérer un loyer, il faut gérer soi, faut, ça ou Euh, c'est plus, au en lien avec mental? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? oui, je vois ce que tu veux dire. Et alors ça, pas du tout, parce qu'en fait, j'avais tellement été habituée à tout gérer d'un point de vue administratif, etc., que payer un loyer, faire ses courses, gérer des factures, c'était pas du tout un problème. Je le faisais depuis des années. Et au contraire, c'était satisfaisant de enfin le faire pour moi. Donc ça, c'était cool. Mais mentalement, le fait de me dire que ben, mon père était toujours malade, que ma mère était bel et bien décédée, parce que oui, j'ai pu sortir du déni et faire mon deuil, mais c'est pas facile.
c'est pas facile du tout et ça fait mal comme vérité, ça fait mal de se dire qu'elle est vraiment plus là. Et je pense que ce qui a été le plus destructeur, ça a été le sentiment de culpabilité que j'ai ressenti parce que je laissais mon père et mon frère dans leur ville et moi je partais toute seule. Donc je savais que j'allais potentiellement vivre une meilleure vie qu'eux parce que mes conditions étaient franchement cool. J'avais un super appart, j'étais dans une super école au début. C'était une super école au début, je précise. Mais j'étais dans de super conditions au début, pendant que eux, ils allaient un petit peu rester dans leur misère. On a vécu en HLM avec des gros problèmes d'argent. Donc, en fait, je leur laissais tous les problèmes et moi, je sortais de tout ça. Donc, ouais, grosse culpabilité surtout. Et cette culpabilité, elle est passée après, combien de temps? Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, il fallait pas que tu culpabilises et que tu avais le droit de vivre aussi ta vie à toi? Je pense qu'il m'a fallu 2 ans. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Je pense qu'il y a encore 1 an, je me sentais hyper mal. Et il y a encore des moments aujourd'hui où je me sens mal vis-à-vis de ma famille. Et surtout que, bon, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais ma situation a tellement bien évolué. Je vais tellement bien maintenant qu'en fait, plus je vais bien, plus je me rends compte que c'est pas forcément le cas de ma famille et ça me fait mal. Mais d'un autre côté, je sais qu'ils sont heureux pour moi et ça m'a vraiment aidé. Je sais que mon père est tellement heureux pour moi que ça m'aide. Je me dis d'un côté, je rends mon père fier et heureux. Donc, c'est ce qui m'aide aussi à pas me culpabiliser. Mmh. Oui. J'ai vu que ta grande sœur avait ouvert, aussi ça s'appelle la tarterie, c'est ça, non? Vraiment. À Toulouse. Est-ce que ça t'a fait du bien aussi de te retrouver avec une personne de ta famille qui était aussi sortie de ce cercle-là? Oui, alors complètement. Et surtout que ma sœur, alors faut savoir qu'on n'a pas le même père, on a la même mère mais pas le même père. Et elle a vécu avec ma mère et mon père pour le coup, qui était son beau-père pendant pas mal d'années. Et c'était franchement compliqué pour elle aussi parce que même avant la maladie, tout ça, on a grandi dans un contexte familial qui était vraiment compliqué. Donc elle n'a pas tenu le coup à 14 ans. Elle est partie rejoindre son père à Toulouse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve un peu toutes à Toulouse aujourd'hui. Et en fait, le fait de la voir partir tôt, au début, j'ai pas compris. Parce que moi, on a 10 ans d'écart, moi j'avais 4 ans. Voir ma grande sœur partir du jour au lendemain, j'ai juste pas compris. Et en fait, c'est en grandissant que je me suis rendu compte. Et je me suis dit, oui, elle a bien fait. Hein. Elle a bien fait, elle s'est complètement sauvée. Quand je vois comment elle a fini, bah, déjà, je suis super fière d'elle. Et, euh, et ça m'a donné tellement d'espoir toute ma vie. En fait, dès mes 9 10 ans, je dirais, quand j'ai à peu près pris conscience de tout ce qui se passait, tout ce que j'avais en tête, c'est je vais faire comme ma sœur et je vais partir dès que je serai grande. Donc, ça m'a ouvert la voie. Voilà, je sais pas si sans elle, je pense que j'en serais pas forcément là aujourd'hui. J'aurais pas pris le même chemin parce qu'elle m'a vraiment ouvert la voie, quoi. Et elle m'a montré que il y avait plusieurs issues possibles. Quand tu es arrivée à Toulouse, est-ce que comment tu as fait pour financer ton arrivée, ton emménagement? Est-ce que tu as trouvé un petit job étudiant? Est-ce que c'était ta vie à l'université ou est-ce que tu as fait autre chose pour financer tout ça? Alors, avant de partir, j'ai énormément mis de côté. Je, euh, je vendais des affaires sur Vinted. En gros, j'allais en friperie. Voilà, j'allais en friperie. J'achetais pas mal de vêtements. Je les retouchais. Donc, parfois, je faisais un peu de couture. Je faisais des upcycling. Je les améliorais. Et ensuite, je revendais tout sur Vinted. Et ça m'a permis de gagner pas mal de sous. À côté de ça, j'avais fait une croix sur toutes mes sorties, sur pas mal d'achats. Donc, voilà, j'avais vraiment pas de vie sociale sur mes dernières années de lycée. C'était un peu compliqué, mais je savais que c'était pour la bonne cause. Donc, en arrivant à Toulouse, j'avais quand même une petite épargne que j'avais réussi à me constituer. Et je savais que j'allais être étudiante boursière et que j'allais très bien gérer mes finances. Donc, avec le peu d'argent que j'allais recevoir, je savais plus ou moins que je m'en sortirais. Tu nous parlais là tantôt que tu avais été dans une bonne université au début. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours académique? Oui, alors je suis allée en BUT technique de commercialisation. Donc, c'est une formation de 3 ans axée sur le marketing, la communication et la vente.
parce que c'était les 3 sujets qui me passionnaient. Donc sur le papier, c'était ma formation de rêve. C'était vraiment tout ce que j'aimais. Et effectivement, au début, c'était le cas. J'ai vraiment adoré. Et, en fait, ça a dégringolé. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est aussi lié au fait que j'allais très mal à ce moment-là. Et même si j'ai eu longtemps la haine contre cette formation, contre les professeurs, contre les élèves, je me dis presque que si aujourd'hui j'y retournais, que je partais de zéro, ça se passerait sûrement beaucoup mieux, tu vois. Mais à ce moment-là, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai vraiment ressenti un gouffre entre les étudiants et moi. Tu vois, quand on parlait d'écart entre, entre ben, mes amis de classe en primaire, collège, ben là, c'était pareil, mais fois 20. Voilà. Parce que pour le coup, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient extrêmement privilégiés. Et, ouais, ça a été l'écart était trop conséquent et je pense que j'ai pas réussi à suivre. Donc, j'ai tenu 2 années sur les 3 prévues et à la fin, je suis partie parce que je m'y retrouvais plus, que ce soit au niveau des élèves, des professeurs que je trouvais absolument pas encourageant. Et, même la formation en tant que telle, au final, j'avais tellement d'autres projets en tête que j'y trouvais plus mon compte, donc j'ai préféré partir. Mmh. Dans un de tes TikTok, tu nous disais que, tu avais commencé à lancer Maggie's Crafting et qu'il y avait des professeurs qui te soutenaient absolument pas là-dedans. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a motivé à dégager de cette Ouais, université? alors complètement, ça a commencé en deuxième année parce qu'on devait chercher un stage de fin d'année. Donc moi, naturellement, je me dis que je suis dans une filière de commerce. Je vais proposer à mes professeurs d'effectuer mon stage dans ma propre entreprise, sachant que à la base, je devais être dans une filière entrepreneuriale et e-business. Donc ça collait parfaitement. Et je suis allée voir ces professeurs-là, justement, et en fait, ils m'ont limite rayonné, tu vois, quand je leur expliquais que j'avais une marque de bijoux. Pour eux, je pense que voir une femme de 19 ans débarquer en disant qu'elle a une marque de bijoux, ça faisait très nunuche, vraiment. Ça faisait nunuche. Et ils ont absolument pas cru. Je pense qu'il y avait, allez, peut-être 1 ou 2 professeurs qui avaient capté un potentiel, mais ils avaient pas le pouvoir sur les décisions. Et c'était vraiment tous les professeurs qui étaient décisionnaires qui m'ont chié à la gueule. Voilà, on va le dire comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots. Et ils m'ont complètement déchauffée. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais effectuer ce stage. Si l'année prochaine, ils ne me laissent pas faire mon alternance dans mon entreprise, c'est mort. Mais on va pas se mentir, ils vont pas laisser faire le stage. Pourquoi ils me laisseraient faire l'alternance? Donc j'ai fait mon stage, j'ai fait mon rapport, je suis allée présenter ma soutenance. Et quand ils m'ont demandé justement quel parcours je ferais pour l'année d'après, j'étais là, ah, bah, il n'y aura pas de parcours l'année d'après. Je vais me consacrer à la marque que j'ai développée cette année. Et puis, si vous ne m'avez pas laissé l'opportunité de me mettre à temps plein le temps de quelques mois pendant mon stage, et ben, je vais essayer de me créer ma propre expérience et de développer mon projet sans votre soutien. Et c'est honnêtement la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Mmh. Est-ce que tu as souvent été face à des gens qui croyaient pas en ton projet? Par exemple, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer déjà qu'est Maggie's Crafting et après, nous expliquer si tu as été face à des gens qui t'ont chié à la figure comme tu le disais? Oui, alors j'ai fondé la marque Maggie Sting en 2023, je pense. Oui, en 2023 officiellement, mais j'avais déjà commencé à travailler dessus dès l'année 2022. Donc j'en parlais un petit peu autour de moi. Au niveau de ma famille, c'était un petit peu, c'était un peu des deux. On va dire que on avait vécu tellement de choses difficiles dans ma famille que aujourd'hui mon père me laisse littéralement faire tout ce que je veux. Parce il sait que je suis sérieuse et en fait, il sait que plus il me donne de liberté et moins je vais dériver. Donc, il me laisse vraiment, il a une confiance aveugle en moi, il me laisse vraiment tout faire et je le remercie. Donc, il a jamais essayé de m'arrêter ou autre, mais on va dire qu'il était très inquiet pour moi parce que, comme je te l'ai dit, on n'a pas forcément eu une vie facile. Moi, mes 2 parents n'ont pas fait d'études. Ils ont travaillé à l'usine toute leur vie et c'est ce qui a en partie causé leur maladie, tu vois. Leurs conditions de vie étaient vraiment pas incroyables. Donc,
Donc ça a été très difficile et il misait tout sur les études en fait. Il misait vraiment tout sur les études et il pensait que c'était justement ça qui allait me sortir un petit peu de ce schéma-là. Donc quand je lui ai annoncé que je l'ai quitté, ça l'a un peu effrayé. Donc il n'a pas tenté de me déchauffer pour autant et il a essayé du mieux qu'il pouvait de m'encourager dans mon projet. Mais je le voyais très inquiet et ça m'inquiétait forcément un peu aussi, même si je croyais quand même en moi. Et, et après, ouais, à l'école, comme je te l'ai dit, c'était même pas la peine d'y penser. Et les quelques amis que j'ai m'ont directement encouragée. Vraiment. Donc, c'est vraiment au niveau des cours et l'inquiétude de mon père que c'est un petit peu plus compliqué. Comment est-ce que tu as commencé, Magistra Crafting? Est-ce que c'était directement via un site internet? Est-ce que tu avais déjà toute une communauté? Comment est-ce que tu as fait pour, te lancer là-dedans? Alors, pas du tout, du tout. Au début, j'avais absolument rien. J'avais même pas pour projet de développer mon entreprise. J'ai commencé par créer des bijoux parce que j'en crée depuis toute petite. J'ai toujours créé mais dans n'importe quel domaine, que ce soit la couture, comme je te le disais tout à l'heure, l'upcycling, la peinture. Enfin, j'ai testé un petit peu de tout. Et c'est les bijoux qui est resté parce que je l'associais vraiment à des moments agréables et je sais que le peu, ça fait vraiment misquine, le peu de moments agréables que j'ai pu vivre dans mon enfance, c'est des moments où j'étais toute seule en train de créer dans mon coin, c'était des vrais moments de déconnexion et c'est là que j'avais l'impression de vivre une vie d'enfant classique. Donc j'ai un rapport à la création qui est vraiment spécial. Et justement, quand je suis arrivée à Toulouse et que ça allait vraiment pas, je me suis dit que j'allais retenter justement de créer quelques bijoux et que, comme je le faisais avant, ça allait sûrement être mon petit moment où j'allais pouvoir me retrouver et penser à autre chose. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé à créer. Et je créais tellement que j'allais même plus en cours. À un moment, je séchais tous mes cours pour créer des bijoux toute la journée parce que c'était la seule chose qui me faisait du bien. C'était la seule chose qui faisait que je me levais le matin. Donc je me suis retrouvée avec un stock de bijoux tellement énorme sous les bras que je me suis mise à les vendre sur Vinted et ça a étonnamment bien marché. Dès la première semaine, j'ai vendu toutes mes créations. Donc j'ai commencé à en refaire, puis en refaire, puis en refaire. Et de fil en aiguille, Maggie's Crafting est né. Trop bien. Et Maggie's Crafting, c'est plus, est-ce que tu peux un petit peu expliquer aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas ta marque, qu'est-ce que c'est comme bijoux, quel univers et cetera et cetera? Oui, alors c'est une marque de bijoux fait main. Donc je fais 90% de mes bijoux à la main. J'ai une petite section de bijoux que je sélectionne chez un fournisseur, mais globalement c'est moi qui les fais. Et l'objectif de cette boutique, c'est que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde puisse s'exprimer à travers mes créations. Donc c'est pour ça que je travaille avec des collections capsules, qui sont des collections éphémères qui durent environ 2 mois. Donc chaque capsule correspond à un thème, à une direction artistique, à un univers bien particulier, qui fait qu'à la fin, quand on combine toutes les capsules, on retrouve vraiment des bijoux pour tout le monde, que ce soit du gothique, du fairycore, du cybercore, du coquette. Il y a pas mal d'univers un peu plus alternatifs. Et à côté de ça, j'ai également une collection permanente où là, on a pas mal de bijoux classiques parce que même si j'ai pas mal de bijoux, beaucoup de bijoux un petit peu plus spéciaux, on va dire, et j'ai quand même envie que les personnes qui aiment les bijoux plus simples s'y retrouvent aussi. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu chez Maggie's Crafting. Dans un de tes TikTok, tu nous disais que tu avais réussi à vivre de Maggie's Crafting dès le lancement. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer et qui ne sauraient pas, en fait, par où commencer et comment faire pour atteindre cet objectif-là? Alors oui, c'est ce que j'expliquais et j'expliquais justement que j'y étais parvenue parce que j'avais commencé la communication bien avant le lancement. Donc en fait, je savais même pas où est-ce que ça allait me mener. Donc c'était tellement spontané que ça s'est quasiment fait tout seul. J'ai commencé à communiquer à peu près 6 mois avant le lancement de l'entreprise, sans savoir qu'au bout de 6 mois, j'ouvrirai mon site internet, etc. Donc je pense que pour les gens qui veulent se lancer, qui savent qu'ils veulent se lancer, c'est vraiment pas mal de commencer à communiquer bien avant, parce que d'un côté, ça permet de faire les démarches tranquillement, de pas se presser, de vraiment prendre le temps
et en parallèle de commencer à communiquer. Donc déjà, ça permet de tester ses produits, de tester sa clientèle potentielle, de voir à peu près que les gens vont aimer. Ça permet aussi de prendre l'habitude de filmer, de monter, parce que c'est absolument pas acquis. Et ça, je m'en suis bien rendu compte. Donc au début, c'était un petit peu compliqué, mais à force, j'ai fini par être beaucoup plus à l'aise, etc. Donc ouais, commencer avant et en fait faire comme si la marque était déjà là. Faire comme s'il y avait déjà tout, ça va permettre d'être un petit peu moins stressé et de se mettre dans des conditions un petit peu plus réelles. Et moi, c'est ce qui m'a permis de construire un début de communauté avant même que le site soit en place. Mmh. Tu disais que tu avais commencé à vendre, sur Vinted. Comment ça se fait qu'au final, tu as lancé un site internet et que tu t'es mis à fond dedans alors que tu venais de Vinted? Alors, je me suis fait bannir de Vinted. Je pense que ça a commencé comme ça. En fait, il a fallu qu'on m'arrête. Je pense que si j'avais pas été bannie de Vinted, limite, je serais encore en train de les vendre, tu vois. Donc quelque part, c'est pas plus mal parce que c'est pas forcément légal de vendre ses créations sur Vinted. Voilà, je l'ai fait comme ça, mais en principe, c'est pas trop ce qu'il faut faire. Donc, le fait d'avoir été dégagée de Vinted, ça m'a un petit peu poussée à, à trouver un autre moyen de communication et un autre canal de vente. Je sais que le fait d'avoir d'aussi bons retours sur Vinted, ça m'a aussi beaucoup motivée à continuer. Et j'ai notamment en tête une personne qui, qui m'avait acheté des bijoux sur Vinted et qui m'a complètement poussée à me lancer sur les réseaux sociaux. Donc c'est en partie grâce à elle que j'ai sauté le pas. Et je suis passée de Vinted à Instagram dans un premier temps. Donc, c'était un petit peu mon nouveau Vinted. Et il y avait en plus de ça les interactions sociales. Donc, j'ai vachement trouvé mon compte, le fait de pouvoir parler aux gens, etc. J'ai trouvé ça tellement bien. Et je pense que c'est aussi cette proximité avec les gens qui a fait que ça a bien fonctionné pour moi. Et voilà, en fait, je suis vraiment allée petit à petit. Je suis passée de Vinted à Insta, puis de Insta à mon site internet parce que j'ai commencé à capter qu'il y avait vraiment du monde qui pouvait être intéressé par ce que je faisais et je me suis dit qu'il y avait un petit potentiel à exploiter. Et pourquoi directement ouvrir son entreprise et pas, par exemple, passer par Etsy ou quelque chose qui pouvait être un petit peu intermédiaire? Est-ce que tu as pas eu un peu peur des risques de ce que c'est qu'ouvrir une entreprise? Alors, pas forcément, déjà parce que je venais quand même d'une filière de commerce, voilà, même si mon parcours, euh, mon parcours universitaire n'a pas été très long, mais j'ai quand même été dedans. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait en fait. Et je pense que j'ai pas trop réfléchi. J'ai pas trop réfléchi à tout ça parce que si j'avais pris le temps de stresser, etc., ça m'aurait rebuté et je me serais peut-être jamais lancée, tu vois. Donc, j'ai essayé de pas trop me poser de questions. Et après, pour Etsy, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup repoussé, c'était toutes les taxes. Je savais que c'était un peu plus compliqué, que ça coûtait plus cher, que Etsy prenait une part, etc. Enfin, j'avais pas l'impression que je serais rentable. Je suis assez indépendante et assez autonome. Donc, je voulais vraiment pas dépendre de qui que ce soit, de n'importe quelle plateforme. Euh, Rien que pour le site internet, j'ai voulu bâtir entre guillemets la boutique de A à Z, avoir la main sur mon site internet de A à Z. Voilà, c'était la volonté, enfin, une volonté de faire les choses toute seule qui m'a Mmh. poussée. C'est vrai que moi, je sais que j'av donc l'apothicaire, ça existe depuis. Comme d'hab, comme toi, je me suis fait bannir de Vinted alors que ça fonctionnait quand même bien. Tu vois, quand tu débarques comme ça fonctionnait quand même bien Vinted, puis je me suis vraiment fait bannir de Vinted et j'ai commencé à réfléchir, j'étais en mode: «Purée, il faut que j'ouvre un truc, une boutique et tout». Mais tu sais, en Belgique, c'est soit, enfin, il y a micro-entreprise, mais en gros, tu es quand même une entreprise, donc tu dois t'inscrire à la BCE et cetera et je me voyais pas, hem, je savais pas si j'allais avoir des épaules pour endosser ça, tu vois? Donc je sais que j'ai eu énormément de mois de réflexion à me dire: «OK, est-ce que je passe par Etsy? Est-ce que je passe par une autre plateforme?» et cetera. Mais c'est vrai qu'ils prennent quand même beaucoup. Donc moi, je sais qu'en Belgique, ça existe, je pense pas que ça existe, en France. C'est la Smart, donc une coopérative qui vous permet d'ouvrir votre entreprise. Sauf qu'eux prennent tous les risques. C'est-à-dire que votre entreprise est sous le nom de la Smart. Vous pouvez évidemment ouvrir votre entreprise après sans problème, mais ça permet en fait de mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu avais un petit peu peur ou pas d'avoir tout ça, toute cette charge en fait d'un coup, t'arriver dessus, tu vois?
Ouais, bah, je pense pas qu'on ait ça. C'est super bien. Nous, on a peut-être des incubateurs qui peuvent t'aider au niveau des démarches, mais je sais pas s'il y a ça. Après, je sais que le statut de micro-entreprise en France, il est vraiment simplifié, tu vois. Donc, il y avait ce truc où, au pire, si je faisais pas de chiffre d'affaires, ben, j'avais pas de cotisation à payer. Euh, et ouais, le fait que ce statut soit quand même pas mal simplifié, ça m'a un petit peu facilité la tâche. Et, euh, et franchement, j'ai lancé mon entreprise dans une période de ma vie où j'avais tellement plus rien à perdre, en fait. Je, euh, au moment où justement j'étais sur les réseaux, que je commençais un petit peu à travailler en arrière-plan sur tout ça, j'allais vraiment très très mal. Tu vois, j'étais en plein dans ma dépression. Je venais tout juste de sortir de de ce déni vis-à-vis du deuil de ma mère. Donc j'avais vraiment l'impression de tout perdre à ce moment-là. Et je me disais, ben, tu sais quoi, autant me lancer parce qu'au pire, si même ça peut le faire, et ben franchement, je suis plus à ça près. Donc, il a fallu vraiment que je touche le fond pour me motiver un petit peu. Et c'est vrai que je me suis pas laissée envahir par le stress à ce moment-là. J'avais d'autres choses à penser et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée. Mmh. Est-ce que enfin, c'est quoi les erreurs que tu as fait quand tu as débuté, quand tu as ouvert ton entreprise et que tu aimerais partager pour que les autres ne fassent pas la même erreur? Est-ce que tu as eu ce genre de problématique? Ouais, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs. Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs au début. Je pense que les plus gros problèmes que j'ai pu avoir, ça a été mes calculs parce que je calculais hyper mal. Je sais qu'au début, je faisais aucune comptabilité, donc je cherchais même pas à savoir ce que je dépensais. En fait, au début, j'étais tellement euphorique, tellement contente de créer que vraiment, je faisais mais peut-être une commande fournisseur par jour, tu vois. Dès que je voyais des perles, des pendentifs, j'achetais. Et puis un jour, au bout de 3 mois, j'ai fait les calculs. En fait, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup trop. Donc voilà, première erreur que j'ai faite, ne pas calculer ce que je dépense. C'est pas parce qu'il y a de l'argent qui rentre qu'il n'y a pas d'argent qui sort. Et, deuxième grosse erreur que j'ai faite et qui a duré assez longtemps, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, c'était le fait de mal avoir calculé mes frais de port. Je pense que ça, c'est une erreur que beaucoup ont fait et que beaucoup font encore. Parce que, étant donné que ça ne concerne pas mon produit en tant que tel, mais la livraison, j'ai l'impression que c'est pas important et que on peut le mettre de côté. Mais en fait, la livraison, ça concerne toutes les commandes. Donc, mis bout à bout, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai pu faire? Je sais que j'en ai fait plein. Je sais que j'en ai fait plein. Je pense, oui, troisième grosse erreur, ça a été de commencer tout de suite avec des prix très bas. Et je pense même que je le placerai en top 1 erreur avec après réflexion parce que j'avais ce truc de je viens de commencer donc je suis pas légitime, il faut bien que je commence quelque part mais au début je peux pas prétendre à mettre des prix plus hauts, il faut bien que je me fasse connaître nanana et grosse erreur parce qu'au final ça donnait presque une image type à mon entreprise d'avoir des prix aussi bas. Alors certes c'est attractif mais aujourd'hui je me rends compte que c'était pas du tout l'image que je voulais renvoyer et au final, bah, je me rends compte que j'étais pas si rentable que ça, d'autant plus que je calculais mal mes dépenses, tu vois. Et le gros problème, ça a été quand je me suis rendu compte de tout ça, bah, j'ai voulu augmenter mes prix, sauf que ça a choqué beaucoup de clients. Parce que aujourd'hui, j'estime pas avoir des prix excessifs, mais je suis partie tellement bas que bah, pour certains, ça a été hyper choquant. Donc j'ai perdu beaucoup de clients, ça a été un petit peu dur à gérer. Donc voilà, si j'avais une erreur à ne pas refaire, c'est que j'aurais commencé avec des prix plus justes pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais que moi aussi j'avais commencé, j'avais des boucles d'oreilles et tout que je vendais, 2 € la boucle d'oreille alors que tu vois, c'était avec des pierres naturelles. Mais déjà, tu vois ça, tu te dis: «Ma belle, c'est un peu bizarre». Tu vois des prix bas en Ouais, plus quand ouais, limite, les gens vont même pas croire en en l'authenticité des pierres, en la qualité des matériaux, tu vois. Alors que non, c'est juste qu'on n'est pas rentable en fait. Voilà. on n'est pas rentable et on n'ose pas mettre des prix. Je sais que moi ça fait donc en gros, j'ai ouvert officiellement l'entreprise il y a, quelques mois, il y a plus de 6 mois et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK maintenant». Parce qu'en fait, tu vois, quand tu mets des prix bas, ce que tu oublies aussi, c'est toi-même, c'est toi qui fais les bijoux, donc c'est-à-dire que tu te payes pas. Il faut calculer la TVA, il faut calculer tout ce que, bah, enfin moi du coup la coopérative, va prendre, il faut calculer les coûts produits, il faut calculer les emplois. Donc en fait sur 2 € tu veux payer quoi?
Ouais, rien du tout. Mais carrément, et en plus de toutes ces charges qui sont pas à prendre à la légère, il y a aussi ce truc où tu as envie de valoriser ton travail, tu vois. C'est artisanal, pour certaines pièces, elles sont uniques. Donc il y a aussi ce truc de se dire que ton client aura une pièce que peut-être seul lui ou une dizaine de personnes au monde auront, qui ont été façonnées par une personne à la main. Et je pense que ça, c'est aussi à valoriser au-delà de tous ces calculs, tu vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, et ça fait beaucoup polémique sur TikTok, mais aujourd'hui, j'accorde une certaine valeur à mon travail et je le compte dans mon prix de vente, tu vois. Alors certes, c'est pas aussi tangible que le prix de mes matériaux ou le pourcentage que me prend l'URSSAF, mais la valeur que moi j'accorde à mon travail, c'est personnel. Déjà, je, c'est quelque chose de personnel, donc chacun accorde une certaine valeur à ce qu'il fait et c'est pas négligé pour moi. Donc je sais qu'aujourd'hui, dans toutes mes pièces, je prends en compte le fait que je les ai façonnées à la main pour mes clients en quantité limitée et que ça se néglige pas. Et puis aussi ce qu'on se rend pas compte, moi je sais que j'ai du mal à faire ça, c'est-à-dire que pour le moment, bah, bon, j'ai un bénéfice, sur les bijoux, mais j'ai un bénéfice qui n'est pas du tout à la hauteur du travail qui est derrière, tu vois? La recherche du produit, faire un mood board, créer le bijou, regarder sur les sites internet et tout, ça prend un temps, mais des nuits et des nuits et des nuits et je sais que le bénéfice que je prends, où va y avoir évidemment des taxes dessus, c'est rien comparé à ce que je devrais mettre, tu vois? Mais j'ose pas parce que je me dis: «Oui, mais c'est un peu trop cher et cetera», tu vois? Ouais, en fait, au début, c'est ce que je me disais aussi. Et en fait, je me suis dit, mais Mag, tu n'es pas dans le salariat, donc tu as le luxe de pouvoir choisir entre guillemets ta rémunération. Et, mais en contrepartie, tu vas prendre énormément de risques que des salariés n'ont pas, tu vois. Donc, il y a tout ce stress, toute cette instabilité, toutes ces charges à payer. Et en plus de ça, tu vas même pas prendre l'avantage de te dégager un salaire convenable, tu vois. Donc, en fait, tu vas prendre tous les inconvénients du salariat et tous les inconvénients de l'entrepreneuriat et tu ne vas trouver ton compte nulle part, en fait. Donc, ça a été aussi compliqué pour moi d'augmenter mes prix, mais je me suis dit, Mag, pense un petit peu à toi. Et en fait, c'est pour te rémunérer aussi mal, et ben, va te trouver un taf en tant que chargé de communication dans une boîte, tu vois. Et après ça, je me rémunère toujours, toujours pas assez, franchement. Mais ça, c'est aussi un choix personnel parce que pour l'instant, réinvestir dans mon entreprise, c'est vraiment ma priorité, tu vois. Mais je sais que le prix de mes bijoux aujourd'hui, j'estime qu'il est beaucoup plus juste qu'il y a un petit moment. Et ce qui m'a vraiment, vraiment poussé à augmenter mes prix, c'est le premier TikTok qui est devenu viral sur mon compte. C'était un collier. Attends, je vais te le montrer. On le verra pas dans le podcast, mais il ressemble à ça, tu vois. Donc, il y a quand même pas mal de pierres, il y a beaucoup de travail, etc. Et c'était un collier qui m'avait pris 3 heures à faire. Et je l'avais vendu 30 euros. 30 euros pour à peu près 3 heures de travail, c'était dérisoire. Et en fait, le TikTok a super bien marché. Donc, je me suis retrouvée avec peut-être 30, 35 commandes de ce bijou-là. Au final, il m'a fallu 2 mois pour les faire. Il m'a fallu 2 mois pour les faire. Et à la fin, quand j'ai calculé, mais je me suis tirée allez, moins de 500 euros, je dirais. Moins de 500 euros, alors j'ai 2 mois à travailler. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, alors Mac, tu as augmenté tous tes prix parce que là, c'est plus possible. Ouais. Non, mais c'est une bonne, franchement, faudrait que je fasse pareil. Enfin, je sais que moi, j'ai augmenté mes prix parce que c'était plus possible. En fait, j'étais dans une optique où je me disais: «J'ai les mêmes prix que si des gens achetaient sur AliExpress». C'est complètement débile alors que tout est fait à la main, je dois commander chez mon fournisseur et cetera et j'étais là en mode: «Mais mon bijou ne vaut rien, c'est la même chose que si les gens achetaient sur AliExpress» et je suis là en mode: «C'est pas possible». Je veux dire, OK, c'est moins du coup, j'ai plus de clients, mais en plus de clients, c'était relatif, pour qu'au final, je me touche rien parce que je n'accorde aucune valeur à mes bijoux, tu vois? Ouais, mais carrément, au début, je me disais pareil. Et vraiment, la perte des clients, ça a été compliqué pendant un moment, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, la qualité, c'est beaucoup plus important que la quantité. Et pour te dire, au tout début de mon activité, donc quand j'avais à peu près 1000 abonnés, on va dire, je faisais autant de ventes qu'aujourd'hui. Tu vois, sur certains mois, j'avais autant de ventes, sauf que ce qui me rapportait
1 000 € avec 100 ventes m'en rapporte 6 000 avec le même nombre de ventes aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup moins de clients qu'avant, mais c'est des clients qui ont conscience déjà du travail que c'est, qui valorisent l'artisanat, etc. Donc, c'est des clients qui correspondent beaucoup plus à mes valeurs. Et aujourd'hui, je leur rends l'appareil en proposant des bijoux qui sont beaucoup plus qualitatifs, pardon, en travaillant beaucoup plus mes visuels, en faisant un vrai travail sur la direction artistique, sur mes packaging, etc. Donc, ouais, privilégier la qualité à la quantité, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre pour mon entreprise. Mais je m'en rends compte aussi parce que je sais qu'il y a quoi? C'était en août. Déjà, moi, j'ai pas compris parce que normalement, tout le monde me dit que août, c'est le mois hyper creux. Moi, c'est toujours mes meilleurs mois, le mois d'août. Je comprends pas, mais bon, OK. Je sais que j'ai fait plus que le mois d'août en ayant beaucoup moins de commandes. Pas beaucoup moins. Non, mais j'ai quand même eu moins de commandes. Mais à ce moment-là, j'ai compris que mes prix commençaient à être vraiment justes parce que je pouvais me dégager un salaire entre guillemets, gros guillemets, «correct». Voilà, c'est parce que je suis obligée de me payer, mais si je pouvais, je me payerais pas parce que j'ai pas de loyer à payer et tout, mais je suis obligée de me payer. Mais du coup, je me suis rendue compte que mes prix étaient de mieux en mieux parce que ma clientèle est toujours là, même si évidemment j'en ai perdu parce que bon, les prix, c'est sûr qu'il y a des trucs, bon, voilà. Mais tu vois, de nouveau, je suis en train de me justifier alors qu'en fait, je Alors suis que obligée de ouais, me justifier. t'as pas à te justifier. Voilà. Mais donc oui, c'est sûr que les prix, ça reste quand même important et je vois de beaucoup, beaucoup de petites entreprises sur les réseaux sociaux qui mettent des prix hyper bas et je me dis: «Ça cloche». Ouais, et en plus, le pire, c'est que déjà, ça leur dessert parce qu'ils se rémunèrent hyper mal. En fait, ils valorisent même pas leur travail, tu vois. Et en fait, ça nous dessert à nous aussi. Parce que du coup, on a l'impression pendant un moment, je me disais, mais je suis une grosse connasse ou quoi avec mes prix, tu vois, alors que pas du tout, c'est pas moi le problème. Et c'est justement, les gens ont tellement été habitués à la fast fashion, etc. Donc, ils se sont habitués à des prix ridiculement bas. Mais si en plus de ça, on a également des entreprises euh, à taille humaine, artisanale, etc., qui ne valorisent pas leurs propres produits et qui mettent des prix beaucoup trop bas, alors là, on s'en sort plus du tout. Parce qu'au final, on finit par être comparé à un tel, un tel, un tel. Mais en fait, si un tel ne veut pas être rentable et veut vendre à perte et faire crouler son commerce au bout de 2 ans, eh ben, c'est malheureux, mais c'est son problème et je n'ai pas à payer ou à avoir cette image de commerçante hyper. Tu sais, limite, on me disait que j'étais hyper égocentrique, que j'abusais, que je me la touchais sur mes bijoux, alors que pas du tout. En fait, j'essayais juste de vivre de mon travail convenablement, tu vois, et de pas être esclave, en fait, de mon propre travail. C'est pas le but. Mmh. Mais je pense qu'à contrario aussi, après je pense que dans mon domaine, des pierres, c'est beaucoup plus, dans le sens où je sais que dans le domaine artisanal des pierres naturelles, de la lithothérapie, on va te vendre un truc, mais un bras. Genre une paire de boucles d'oreilles, 150 € parce que c'est une petite pierre. Alors oui, c'est sûr, il y a des pierres très rares, mais des fois on te vend des trucs, tu es là en mode: «C'est pas possible», tu vois? Et je pense qu'il y a ça aussi qui nous dessert de, la tendance, qu'il y a des fois à mettre des prix hyper élevés parce que c'est de l'artisanat, parce que ci, parce que ça. Alors oui, il y a certainement des choses qui justifient le prix, mais des fois je trouve qu'il y en a franchement, ils abusent sur les prix, tu vois? Tu es là en mode: «Bon ma belle, ça va pas». Surtout que nous, en tant que commerçants, on les connaît, du coup, les prix, tu vois. Mais ça, je l'ai encore jamais vu dans ce sens-là, tu vois. Ça, j'ai rarement été confrontée à des entreprises où je me disais, waouh, là, c'est abusé, tu vois. Mais en vrai, je veux bien te croire. Ouais, mais surtout dans le domaine, de la lithothérapie, tu sais, il y a tellement une mode là-dessus, tellement une vague, l'année dernière de bien-être et tout. Alors tant mieux parce que ça booste les ventes, tu vois? Mais il y en a, ils abusent. Déjà, on te vend des fausses pierres, on te vend des pierres qui vont t'acheter une nouvelle maison, te faire partir à Bali et tout, Ouais, à 7 000 € la pierre. Tu es là en mode: «Ma belle, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire?» vraiment. Et tu es là en mode: «Ah OK, donc là, on est en train de vendre ça et moi, on me crache dessus parce que mes bijoux, ils coûtent, 35 € et que j'ai passé 4 heures dessus et que c'est trop cher». Ouais, mais tu sais que maintenant j'ai ce truc, tu vois, avant justement, j'avais beaucoup la rage sur pas mal de commerces. Je me disais, non, mais ils abusent avec leur prix, ils abusent avec leur prix. En fait, je me rendais compte que j'étais juste jalouse du fait que eux avaient osé mettre des prix
correct pour eux et que moi je n'osais pas le faire en fait tout simplement. Donc j'avais pas la rage contre leur prix, j'avais la rage contre moi au final parce que j'étais incapable de faire ce qu'ils faisaient, tu vois. Et aujourd'hui je suis convaincue que là demain mon collier, un collier que je vais vendre 150 euros, je suis persuadée que si demain je le mets admettons à 1500 euros, donc ce qui est absolument énorme et c'est juste c'est complètement fictif, tu vois. Mais je suis sûre que sur cette terre, je pourrais trouver des clients qui mettraient 1500 euros dans ce collier. Et en fait, j'ai maintenant ce truc de me dire que peu importe le prix que je fixe, si j'estime qu'il est juste, que j'arrive à le justifier correctement, mais pas tomber dans des justifications du genre oui, mais vous comprenez, machin, juste donner des caractéristiques, etc. et montrer en fait que le prix est correct. Bon, ça veut rien dire ce que je dis, mais oui, en fait, peu importe le prix que je fixe, si il me paraît juste et que j'arrive justement à, à l'expliquer aux gens d'une manière complètement correcte, je trouverai mes clients. Que ce soit 10 euros, 100 euros ou 1000 euros, je trouverai des clients. On est 7 milliards, voire 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Tu vas pas me dire que personne ne voudra de mon bijou parce qu'il est trop cher, tu vois. Et au début, j'avais ce truc où je me disais, mais si je rajoute 5 euros par-ci, 5 euros par-là, plus personne ne le voudra. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. À partir du moment où la hausse des prix est justifiée, tu trouveras toujours quelqu'un qui en voudra. Et justement, plus tu augmentes les prix et plus tu tombes sur des clients qui ont conscience de ce que c'est et plus ta clientèle est qualitative en fait. C'est vrai. Et puis aussi, il y a des gens qui voient pas, tu vois, je sais que tu t'es fait incendier dernièrement sur un de tes TikTok, où tu montrais, un bijou avec son prix, mais les gens voient pas déjà tout ce qu'il y a à payer derrière et aussi, bon, toi, tu es beaucoup plus dans la technique et cetera, le temps que ça a duré et puis tout ça, que moi, je suis plus, tu vois, dans les pierres un petit peu plus naturelles. Il y a pas autant de technique que chez toi, mais les gens voient pas le prix de la technique, que ça demande, tu vois? Mais surtout que aujourd'hui, c'est des colliers que j'arrive à faire entre 1 et 3 heures selon les modèles. Mais avant ça, il a fallu que je fasse énormément de tests. Un colis qui me prend 2 heures aujourd'hui m'en prenait 6 il y a 6 mois, tu vois. Donc, on compte pas non plus tout le matériel que j'ai gâché pour m'entraîner, pour tester, pour machin, pour ci. Et aujourd'hui, c'est des coûts que je compte même plus parce que j'estime que je les ai amortis, tu vois. Mais c'est des choses qu'ils ne voient pas du tout, tu vois. On dirait que je suis allée acheter 3 perles, que je l'ai assemblé et que le collier, tu sais, que je l'ai pondu. Alors que, ouais, il y a énormément de choses qu'ils prennent pas en compte. Et franchement, autant avant, je me justifiais énormément là-dessus. Aujourd'hui, si tu veux pas comprendre, je suis pas là pour t'éduquer. En fait, si tu fais même pas l'effort, alors je me doute que les gens ne savent pas tout ce qu'implique d'avoir une entreprise, mais certains sont quand même assez éveillés et comprennent que quand je vois un collier à 140 euros, je me mets pas 140 euros dans la poche. S'il est à ce prix-là, c'est qu'il y a une raison. Et ceux qui ne font absolument pas l'effort de comprendre pourquoi, qui vont juste sortir, qui peuvent le trouver à 10 euros sur AliExpress, tu vois, je cherche même pas à m'expliquer, je me dis juste que c'est pas le genre de client que j'ai envie d'avoir, tu vois. Et justement, t'expliquer que je me suis bien fait incendier, c'est totalement vrai. En fait, ce qui revenait, c'est que les gens disaient mais vous vous rendez pas compte, tout le monde peut pas acheter ces bijoux. Sauf que moi, mon objectif, c'est pas mon but en fait. Je m'appelle pas Zara, je suis pas là pour proposer mes créations à tout le monde. Alors attention, hein, mon but c'est pas de créer une communauté d'élitistes qui partent du Magus Crafting, tu vois, mais juste qu'une entreprise à taille humaine, j'ai envie d'avoir une clientèle à taille humaine également. Et j'aime ce truc de me dire que, enfin j'aime ce truc où tout le monde n'aura pas ce bijou, tu vois, et ce sentiment d'exclusivité, c'est quelque chose que je valorise énormément. Donc non, tous mes bijoux ne sont pas faits pour tout le monde. Et c'est assez contradictoire parce que juste avant, je te disais que j'avais plein de capsules, que tous les styles étaient faits pour tout le monde, etc. Donc, je ne vais pas me contredire, tu vois. Mais en fait, je propose de tout. Tout le monde peut y trouver son compte. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie que un tel, un tel, un tel, un tel, un tel porte mon bijou. J'ai l'impression que ça le fait perdre en valeur à la fin, tu vois. Donc, j'ai quand même envie que tout le monde puisse se reconnaître dedans mais qu'il y ait toujours ce petit sentiment d'exclusivité quand tu portes mon bijou. Mmh. Ouais. Et puis aussi ce que les gens, comprennent enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais ce qu'ils voient pas aussi, c'est que quand les gens achètent un bijou, quand tu as une cliente qui achète un bijou, c'est aussi
une image de marque dans le sens où elle va se balader dans la rue, elle va voir ses copines et cetera et c'est l'image de marque de Maggie Crafting ou de l'apothicaire, tu vois? Donc en fait, c'est un peu le but de la cliente cible, et de ta cible, mais c'est pour ça que, moi je sais que ma clientèle, bah, je connais à peu près l'âge, je vois à peu près qui c'est et je sais que je joue un peu là-dessus aussi pour influencer d'autres personnes et que c'est comme ça que je ramène, de la clientèle. J'ai une petite communauté en Suisse qu'une cliente a ramené toutes ses copines. J'ai voilà, Mais je trouve ça très drôle. ouais, trop bien. Mais ouais, il y a tellement de choses qu'ils ne voient pas et surtout que j'essaye vraiment d'améliorer en fait mes prestations, tu vois, au-delà du bijou. Maintenant, ça fait déjà quelques mois que je paye des photographes, des graphistes, des DA, etc. Et ça me coûte plusieurs milliers d'euros, tu vois. Donc, ces milliers d'euros, ça se répercute également sur le prix du bijou. Donc, quand tu payes le collier, tu vas aussi payer pour le shooting, pour toute la campagne que j'ai mise en place, pour tout l'univers que j'ai créé autour. Et j'ai plus envie de juste, entre guillemets, proposer un collier. J'ai envie de proposer tout l'univers qui va autour, de créer un vrai sentiment d'appartenance autour de chaque pièce. Donc, c'est pour ça que on y revient. J'ai de tous les styles, mais à chaque fois en quantité très limitée, ce qui fait que tout le monde peut s'y retrouver. Mais c'est un petit peu premier arrivé, premier servi, tu vois. Donc, je sais qu'il y a ce petit sentiment d'appartenance déjà à Maggie's Crafting qui est hyper fort. Et même à l'intérieur, c'est décomposé en plein de petites capsules. Et je sais que je vais avoir ma communauté un petit peu gothique, un petit peu coquette, un peu plus alternatif. Et c'est quelque chose que j'adore et que je veux à tout prix conserver. Donc, si je veux le conserver, il faut que mes prix soient alignés à tout ça, tu vois. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour ramener de la clientèle qui a, par exemple, cette DA gothique ou cette DA cyber que tu peux, faire en capsule? Parce que en fait, c'est vraiment un parti pris, tu vois? Le fait de changer à chaque fois d'univers. Alors, franchement, c'est super dur. C'est franchement super dur parce que, typiquement, là, cet été, j'ai sorti une capsule Mermaid Core. Donc, en plein été, c'était pas très compliqué, on va dire, de ramener du monde qui aime les coquillages, qui est inspiré un petit peu par tout cet univers, surtout que le Mermaid Core, ça avait beaucoup, beaucoup buzzé à un moment, donc je savais que j'allais pas avoir de mal, mais tu vois, je suis passée de ça à une capsule thème Cybercore. Je suis même pas sûre que tout le monde sache ce qu'est le thème Cyber, tu vois. Donc, en fait, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer à chaque capsule. J'ai l'impression d'avoir 50 clientèles différentes en même temps. Donc, c'est un peu dur de les ramener. Il faut faire beaucoup de teasing, beaucoup, 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 beaucoup de teasing avant. Et je mise beaucoup sur les visuels. J'essaye de faire quelque chose qui soit très prenant visuellement. Donc, je pense que c'est aussi grâce à ça que les gens parviennent à se projeter. Et même si c'est un petit peu dur de trouver sa clientèle, en fait, une fois que tu la trouves, c'est une mine d'or parce que eux sont tellement contents d'avoir enfin une boutique qui propose ça que je deviens limite leur boutique de référence à la fin, tu vois. Donc, moi, je fais cet effort, entre guillemets, de me renouveler à chaque fois. Et c'est franchement compliqué, mais en retour, ils me le rendent super bien parce qu'ils sont tellement reconnaissants et tellement contente d'être tombée sur la boutique qui propose un petit peu de tout que ils sont au rendez-vous, tu vois. Mmh. Tu disais que tu faisais des quantités limitées. Comment est-ce que tu fais pour, associer quantité limitée et un chiffre d'affaires qui te permet de vivre et de payer tes taxes? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Alors, en fait, ce que je fais, c'est que je fixe une fourchette de chiffre d'affaires par mois qui me permettrait et de rembourser déjà toutes mes dépenses et de me tirer un petit salaire et d'avoir une autre partie à réinvestir dans mon entreprise. Donc, je fais vraiment le schéma inverse, tu vois, je pars de la fin jusqu'au début. Donc, je pars de ce chiffre d'affaires-là. Ensuite, je vais essayer de le décomposer en nombre de bijoux. Donc, admettons, si je me fixe 10 000 € de chiffre d'affaires, je vais me dire, OK, donc sur 10 000 € de chiffre d'affaires, il faudrait peut-être que je fasse 1 000 € de pince à cheveux, 5 000 € de collier, 2 000 € de boucle d'oreille. Et ensuite, je vais faire tous les calculs nécessaires. Donc vraiment, je pars vraiment en sens inverse, comme je viens de te dire. Et après, c'est un peu comme ça que j'arrive à fixer mes prix. Donc en me disant que, OK, je vais avoir X bijoux à 150 euros, X bijoux à 50, X bijoux à 20. Et le fait d'avoir beaucoup de tranches de prix aussi,
ça aide pas mal parce que les bijoux moins chers, ça va me permettre de les vendre en plus grosse quantité, tu vois. Donc là, pour les bijoux, ouais, entre 20 et 30 euros, ça va être des pièces beaucoup plus simples. Donc là, j'estime que le prix est juste, tu vois, c'est 30 euros pour une création qui est quand même un peu plus simple et un petit peu moins élaborée que celle à 50 ou 150, tu vois. Donc ça va me permettre de faire beaucoup de volume. Ensuite, les créations beaucoup plus chères, je vais faire beaucoup moins de ventes, mais à 150 euros le collier, si j'en vends 10, je suis déjà à 1500 euros, tu vois. Donc, j'arrive à trouver, j'arrive à m'y retrouver avec beaucoup de calculs et pas mal de stratégies, on va dire. C'est vrai qu'il y a une bonne technique. Moi, je fais un peu l'inverse dans le sens où je crée d'abord l'univers. Donc là, je me dis: «OK, je vais faire une collection là-dessus». Genre la prochaine collection, c'est, une collection full étoile comme je t'avais dit, dont ce Oui, petit collier-là qui est trop choupi. bien. Donc je crée un univers là-dessus, puis après je regarde pour les bijoux, je fais les bijoux. Là, je calcule les prix en fonction de, le prix du bijou, combien ça va me coûter, combien est-ce qui va partir au niveau de la TVA et un petit bénéfice que je peux me tirer et de là, je fixe mes prix. Mais c'est vrai que j'ai pas ce truc où je me cale une tranche de chiffre d'affaires parce que j'ai ce truc où le 1er jour, le jour du lancement, je vais faire énormément de ventes sur la collection et puis à la fin du mois, je vais faire beaucoup de ventes, mais sur tout ce qui n'est pas en rapport avec la collection, tu vois? Genre tous les autres bijoux. Ouais, bah, j'ai exactement ce problème-là. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut faire des ajustements au fur et à mesure. Tu vois, au début, c'est vrai que ma technique, elle est pratique, mais elle est frustrante parce que du coup, si j'atteins pas mon objectif de chiffre d'affaires, je vais me sentir super mal, tu vois. Et au début, je me lamentais énormément. Je me disais, non, mais ma capsule, elle n'a pas fait le chiffre que j'espérais, etc. Mais en fait, au lieu de mettre mon énergie à pleurer ou à être déçue, etc., en fait, je mets toute cette énergie à chercher en fait, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, qu'est-ce que je peux améliorer pour la capsule précédente. Donc, en fait, j'apprends de toutes mes capsules et j'apprends en permanence. Donc, c'est ça aussi qui est super cool avec ce travail, tu vois. J'ai l'impression de me former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en gros, j'ai un peu une liste de toutes les erreurs que j'ai faites dans mes autres capsules. Et en fait, plus les capsules passent et plus je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore et je me rapproche de plus en plus de mes objectifs. Parfois, je les dépasse. Il y a encore des moments où je les atteins pas, pardon. Mais ça me pèse moins, tu vois. En fait, le fait de autant anticiper, moi, j'anticipe énormément. Là, tu vois, on est le 31 octobre et je suis déjà en train de faire, je l'ai sous la main, j'ai mon planning de communication jusqu'au 24 décembre, tu vois. Et là, je suis en train de tout prévoir à l'avance. Et en fait, je sais que tel jour, je vais faire ça, tel jour, je vais faire ça. Et en fait, je passe tellement de temps à tout planifier. Donc ça, je le faisais pas avant, je l'ai appris à force de ne pas le faire pour les autres capsules. Mais là, ça fait que d'ici une semaine, toute ma capsule de décembre, elle sera prête au niveau du stock des bijoux, de la communication. Et en fait, j'aurai tellement tout prévu à l'avance que déjà, ça va me libérer d'un poids. Et qu'ensuite, de novembre jusqu'à décembre, je vais avoir le temps de communiquer et de prolonger ma communication sur les semaines. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais jamais avant. Je lâchais la communication au bout d'une semaine parce que je me retrouvais débordée par les commandes, en fait. Et je pense que le fait de bien anticiper, et du coup, ben, le fait d'anticiper mon chiffre d'affaires potentiel, je réussis plus ou moins à anticiper les best-sellers en analysant mes meilleures ventes sur le site, tu vois. Donc, le fait de se préparer un maximum, ça permet de faire face aux aléas déjà d'une part, et en plus de continuer à être productive sur la durée, parce que je comprends, j'avais exactement ce problème-là aussi. Mmh. Je sais que moi, c'est un truc que je fais pas, planifier ma communication parce que, bah, on peut dire que je suis créatrice de contenu, c'est un truc qui me mais voilà. Ce qui fait que je suis toujours constamment sur les réseaux sociaux, je suis toujours là à poster, je suis toujours là à analyser les tendances et tout. Donc c'est vrai que, est-ce que j'ai vraiment une stratégie de communication pour ramener des clients? Ce qui fonctionne bien chez moi, c'est, le format TikTok. C'est-à-dire que, bon, je sais ce qui fonctionne parce que comme je suis dans la communauté ESO, je suis un peu mon public cible. Je sais ce qui Mm. fonctionne, ce qui fonctionne pas et donc mon but là, c'est de programmer tous les réels. Donc je passe une après-midi à faire plein, plein, plein de réels sur les bijoux et cetera, mise en scène et tout et tous les jours, j'essaie de poster sur Insta et TikTok. Comme ça, je sais que sur Insta, ça fonctionne beaucoup mieux que TikTok et je ramène de la clientèle là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas ce truc où je me dis: «OK, ce jour-là, il y aura une réduction, ce jour-là, je vais faire telle story» et cetera, tu vois? Ouais, bah, au début, je faisais comme toi, un petit peu au feeling, tu vois. Et en vrai, ça marche.
Bon, franchement, ça marche, mais je pense que ça a une certaine limite, tu vois. Et que, en plus, enfin, tu vois, quand les gens entendent de stratégie, ça fait peur parce que tu as l'impression qu'il faut faire des trucs de ouf, etc. Qu'il faut avoir un bac plus 15 en marketing. Alors, certes, j'imagine que c'est toujours mieux d'avoir été formé là-dedans auparavant, mais je suis persuadée que même sans ça, on peut s'en sortir, tu vois. Et en fait, juste le fait de planifier plus ou moins ce qui va se passer, ça permet d'avoir une vision long terme, tu vois, et de mieux gérer de mieux gérer le moment en fait. Parce que surtout que là, on va arriver en période de fête, tu vois. Donc c'est le moment où va vraiment y avoir des dates clés, où tu sais que là, il y a des pics de commandes, que là, ça va redescendre, etc. Donc le fait de savoir où est-ce qu'il va falloir être beaucoup plus actif, où est-ce qu'il va falloir relâcher, etc., ça marche beaucoup mieux pour moi. Parce que avant, je faisais comme toi. Au début, je filmais plein de vidéos. Je les postais un peu tous les jours, sauf que arrivé un moment où j'étais à court de vidéos, donc peut-être au bout de 15 jours, tu vois. Donc si au bout de 15 jours, au bout de mes vidéos, et ben, j'ai plus la force de refilmer pendant une journée entière. Sauf que s'il faut, on va tomber sur la période cruciale pour mes clients, parce que c'est le début de mois, parce que c'est le moment où il y a la paye, parce qu'il y a un événement qui fait que ça va booster les ventes. Et moi, c'est pile le moment où j'ai plus de jus pour poster, tu vois. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait beaucoup trop souvent. J'ai raté tellement de dates clés, etc., que j'essaye de pas refaire la même chose, tu vois, et de planifier un petit peu plus ce que je vais prévoir sur les semaines à venir. Mmh. Mais je pense que je vais faire ça aussi pour Noël parce que comme je te l'ai dit, la semaine dernière, j'ai trop peur et j'en parlais ce matin à mon copain, je me suis dit: «Franchement, mon angoisse que les gens m'oublient pour Noël». Genre qu'ils passent à côté, tu vois? Qu'ils me voient pas et qu'ils soient là en mode: «Elle, non». Mon angoisse, vraiment, parce que l'année dernière, j'ai l'impression que j'avais pas eu trop de commandes. Du coup, je suis là en mode, imagine personne n'achète chez moi pour Noël. Non, en vrai, essaye de faire le schéma inverse. Enfin, j'ai l'impression que j'ai dit ce mot 15 fois dans ce podcast, mais essaye de partir de la fin. Moi, c'est comme ça que je me suis organisée. En gros, je suis partie du dernier jour où les gens pourront commander, tu vois. Moi, je me suis fixée qu'à partir du 6 décembre, je garantissais plus de livrer les gens à temps parce que c'est fait main, ça prend du temps, etc. Et j'ai pas envie que les gens se retrouvent avec leurs cadeaux en retard le jour de Noël, tu vois. Donc, en gros, je me dis que le 6 décembre, c'est le dernier jour pour commander, tu vois. Donc c'est là que je sais déjà que le 6 décembre, je vais avoir un gros coup de com pour booster les gens le dernier jour, tu vois. Après ça, je vais avoir le 1er décembre où les gens vont commencer à avoir leur paye de décembre. Donc hop, deuxième date clé. Ensuite, tu te dis que au niveau du 15 novembre, tu vas avoir les gens qui anticipent pas mal leurs cadeaux, qui vont commencer à s'activer. Donc, aller mi-novembre, une nouvelle date clé. Et en fait, en fonction de ça, tu vas savoir quand est-ce que là, tu dois miser sur ça, quand est-ce que là, tu dois sortir un petit code promo, quand est-ce que là, tu peux relâcher, tu vois. Moi, je sais qu'à partir du 10 décembre, je vais avoir beaucoup moins de clients parce qu'ils sauront que c'est trop tard pour Noël. Donc, c'est la période où je vais relâcher. Et du coup, je sais déjà que je vais devoir bombarder plus tôt pour pouvoir me poser un petit peu à partir du 10 décembre, tu vois. Mmh. Ouais, je vois. Mais d'ailleurs, je sais pas si on peut le dire, mais tu as une nouvelle collection qui va sortir, très bientôt. Oui. Comment tu fais pour t'organiser, par rapport au fait que tu dois gérer tes commandes, plus gérer la collection, plus gérer la communication et cetera? Comment tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu as un calendrier? Est-ce que tu as un planning? C'est quoi, en fait, une journée d'une chef d'entreprise de 21 ans? En gros, j'arrive à l'atelier vers 9h, 9h30 du matin et je me dis que de 9h30 jusqu'à 13h, c'est SAV et commande et que rien ne doit me distraire, tu vois? Je vais faire quelques stories et cetera, mais priorité aux commandes et aux SAV. Et ensuite, de 13 à 14h, je vais manger un petit peu et ensuite de 14h à 19h, 19h30, là, je vais pouvoir me mettre sur la communication, sur les projets un petit peu plus long terme, sur le montage de vidéos, filmer, etc. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai fait des commandes. Donc j'arrive en plus à bout de mes commandes là. Ça y est, war is over. Donc ce matin, j'ai fait pas mal de commandes. Et là, juste après notre petite session, je vais me remettre sur la planification de la capsule de Noël, tu vois. Mmh. Ouais. Moi, je fais aussi ma petite promo. J'ai aussi je l'ai dit, ça fait 2 fois que je le dis, mais j'ai une collection aussi qui va sortir, bientôt. Mais il y a ce truc de je sais jamais quand est-ce
quand planifier, une sortie de collection, tu vois? Je trouve que c'est tellement aussi un kit ou double, le fait de planifier une sortie de collection, que tu es là en mode soit ça passe, soit ça flop et tu as fait le flop de l'année, tu vois? Bah, en vrai, j'avais ce truc aussi avant, mais maintenant, déjà, j'ai beaucoup travaillé sur mon mental, tu vois. Je, le mot flop, j'essaye de ne plus du tout l'intégrer à mon vocabulaire, tu vois, parce que, et c'est dur, hein, c'est dur, parce que je l'ai beaucoup utilisé ce mot, mais tu vois, le simple fait de ne pas me dire que ça va flop, ça me met déjà dans une meilleure dynamique, tu vois. Alors, évidemment, on peut appréhender, avoir peur, stresser, enfin, ça, c'est complètement normal, mais je fais en sorte d'avoir quasiment que du bon stress, de me dire que vas-y, je sais pas comment les clients vont réagir, est-ce qu'ils vont préférer telle pièce ou telle pièce, quel est le bijou qui va le plus marcher. J'essaie plutôt de me poser ces questions-là plutôt que est-ce que ça va marcher ou pas, parce que ça, c'est en fait, ça me fait tellement peur qu'au final, je suis pas dans une bonne dynamique pour travailler, je vais moins oser, je vais prendre moins de risques, alors que parfois, le risque, ça fait aussi partie du métier. C'est justement en prenant des risques qu'on se développe, etc. Donc, euh, donc j'essaye de pas trop stresser là-dessus, tu vois. Et j'essaye juste ouais, d'être un minimum stratège et de me dire, allez, je vais sortir telle collection pour X période, X jours, parce que je sais que les gens vont avoir plus ou moins leur paye à ce moment-là, tu vois. Et après, je vais essayer de mettre en place un maximum d'actions de communication. Et en fait, si moi, je crois en mon travail, que je suis assez confiante et que je mets à disposition un maximum de moyens, je me dis, il n'y a pas de raison pour que ça floppe, donc vas-y, tu vois. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la suite, de Maggie's Crafting? Est-ce que dans plusieurs années, tu aimerais avoir une boutique physique, avoir une équipe, quelque chose comme ça? Alors, là, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai officiellement lancé Maggie's Crafting et j'avais un petit peu ce sentiment de stagner, tu vois? J'ai ce truc où chaque fois je me dis: «Allez, l'année prochaine, c'est mon année, nanana et tout». Alors qu'au final, j'ai l'impression de pas tant progresser que ça. Je pense que je m'en rends pas compte, mais que je fais énormément de progrès, tu vois? Mais j'ai l'impression qu'il y a encore jamais eu de gros step up, tu vois? Donc là, je projette déjà de refaire absolument toute la direction artistique de Maggie's Crafting. Voilà, grosse exclue pour les craftos qui m'entendent, mais je sais que changement de nom, changement de logo, changement de charte graphique qui est prévu. J'aimerais vraiment me professionnaliser. Je trouve que j'ai encore un petit peu cette image de small business. Et en fait, c'est un terme que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est hyper péjoratif et qu'en fait, ça décrédibilise pas mal. Enfin, ça minimise, pas décrédibilise, mais le terme small business minimise énormément tout le travail que ça implique. Donc, j'ai envie ouais, de moins avoir cette image de small business et plus d'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais travailler sur l'année prochaine. Donc, ouais, mon plus gros projet, là, ça va être tout le rebranding de la marque et pourquoi pas mes premiers employés, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que j'ai un truc aussi où je me dis: «J'en ai un peu marre d'être catégorisée comme petite entreprise», parce que je trouve que le mot, comme tu dis, petite entreprise, en fait, tu pas pris au sérieux, tu vois? Alors que OK, que ça fasse quelques années que tu sois là ou que ça fasse quelques mois ou que ton chiffre d'affaires soit pas énorme ou énorme, je trouve que tu restes une entreprise et ce fait de dire: «Oui, c'est une petite entreprise», même aux yeux des autres, tu es là en mode: «Ah, bah, c'est une petite entreprise, on va pas travailler avec elle» ou «Ah, c'est une petite entreprise». Tu vois? Ce que je trouve hyper dommage. Et carrément, après, je sais que, tu vois, par exemple, en management, on catégorise la taille d'une entreprise à son nombre d'employés, par exemple. Donc, tu vas avoir les TPE, les PME, les grandes entreprises, etc. Mais c'est pas la même chose que, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand on t'appelle petite entreprise ou small business. En plus, small business, ça veut littéralement dire petite entreprise, tu vois. Mais même si c'est la même chose, je trouve que ça sonne encore pire, tu vois. C'est vraiment un mot que je peux plus me voir. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui est petit? C'est quoi? C'est mon chiffre. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est une petite entreprise, tu vois? Moi, je sais que j'ai de grandes ambitions, j'ai de grands projets. Donc, pourquoi réduire mon entreprise à une petite entreprise, tu vois? Et c'est même pas pour être prétentieux ou autre. Et au pire, qu'on puisse penser qu'on est prétentieux, bah franchement, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? Totalement. Franchement, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? Donc, ouais, ouais, j'ai vraiment envie d'effacer ce côté small business et c'est hyper challengeant et c'est hyper difficile. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis en place parce que j'arrive pas encore à trouver
à me caler entre une image beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus sophistiquée, tout en gardant cette proximité avec les clients. Tu vois, moi, les petits craftos, c'est mes amis. Moi, j'adore parler avec eux, j'adore échanger en DM. Dans mes stories, j'aime aussi le fait de ne pas parler que de mes bijoux et de temps en temps faire une petite pause et discuter avec eux d'un truc qui n'a rien à voir. Tu vois, aujourd'hui, Halloween, qui est littéralement mon jour préféré de toute l'année, j'ai plus envie de parler d'Halloween que de parler de mes bijoux, tu vois. Donc j'ai envie, ouais, je suis en pleine recherche, en fait, de cette dualité entre professionnalisme et proximité, pardon. Mmh. Oui, parce que je sais que moi, il y a des entreprises qui se sont positionnées, que je vois, tu sais, qui se sont lancées sur les réseaux, mais qui se sont positionnées en tant qu'entreprise. Mais bon, elles ont débuté avec, allez, elles avaient déjà une grosse communauté, tu vois? Donc c'est déjà plus facile de te positionner en tant que société en ayant déjà beaucoup, beaucoup de ventes et je trouve que c'est hyper dommage parce que c'est des sociétés aussi où ils sont pas très proches de leur communauté. C'est un truc que j'aimerais aussi garder, tout en ayant cette image professionnelle de pas la petite Manon qui a 21 ans, qui a décidé d'ouvrir son business de bijoux, tu vois? Oui, voilà, exactement. Et tu vois, après, tu te prends des remarques genre, alors, ça marche bien ton petit truc? Ouais, mon petit truc, c'est mon métier, en fait, c'est mon entreprise, c'est pas un petit truc, tu vois. Et ouais, ouais, c'est compliqué. Ouais, moi, c'est un truc, je vais aussi essayer de travailler là-dessus, l'année qui arrive et pouvoir aussi développer, tu sais, travailler avec d'autres entreprises. Pourquoi pas faire des collaborations? Moi, c'est un truc où je me dis, tu vois, par exemple, il y a 2 ouais, 2 entreprises et faire un feat, faire un truc, je trouve que ça peut être trop chouette, tu vois? Non, mais carrément, carrément. Et je pense aussi, tu sais, le fait qu'on travaille toute seule et qu'on n'ait pas de salarié à temps plein, pareil, ça minimise totalement ce qu'on fait, alors que au contraire, en fait, justement, parce qu'on est toute seule, on a tellement plus de travail et tellement plus de choses à endosser, tu vois. Après, bon, je veux bien imaginer que le fait d'avoir une équipe à manager, c'est pas la chose la plus évidente non plus, tu vois. Mais j'ai toujours ce truc où je me dis que à partir du moment où j'aurai mon premier salarié, vrai salarié, je commencerai à un petit peu être plus prise au sérieux, tu vois. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas de salarié à temps plein. Je sais que de temps en temps, j'ai des stagiaires où je travaille beaucoup avec des freelances, donc ça va être hyper périodique. Mais j'ai pas d'employé à temps plein. Et ouais, je pense qu'il va limite falloir attendre que l'équipe s'agrandisse un petit peu pour être prise plus au sérieux, tu vois. Mmh. Ouais, ça ou alors avoir, une boutique physique. Parce Ouais, que je trouve franchement, la boutique physique, je le mets dans le bas de mes priorités. Genre, tant ça implique de travail, de dépenses, enfin, vraiment pour l'avoir vu auprès de certaines personnes, c'est tellement compliqué que je le mets vraiment très loin, tu vois. J'aimerais beaucoup, mais je le mets vraiment très loin. Et du coup, j'essaye de miser sur tout sauf ça, tu vois. Mais du coup, compliqué. Compliqué. Ouais. En plus, comme on en parlait la semaine dernière aussi, le fait de pas moi, c'est un truc sur lequel je vais travailler l'année prochaine, c'est de me détacher un petit peu en ligne, des réseaux sociaux, pour que la boutique puisse fonctionner si un jour vraiment tout part, tu vois? Que je perds ma communauté ou quoi. J'aimerais travailler là-dessus aussi, mais tu vois, c'est aussi un truc où faut encore travailler, faut encore faire des trucs alors qu'on a déjà pas le temps, quoi. Ouais. Mais ouais, et en fait, justement, je m'étais fait cette réflexion. Je me disais, mais Mag, tu veux de gros changements pour ton entreprise, mais en fait, de gros changements impliquent de gros changements dans tes actions, dans tes décisions, dans ta routine. Et moi, tu sais, je veux le beurre et l'argent du beurre. J'aimerais évoluer drastiquement, mais sans trop chambouler mon quotidien, tu vois. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Donc là, je suis un petit peu en train de changer d'état d'esprit et je commence déjà à préparer un petit peu l'année prochaine. J'espère que ça va se ressentir dans la capsule des fêtes, mais là, j'ai vraiment essayé de pousser un maximum dans la communication, dans la manière de proposer mon offre, tu vois. J'ai essayé de vraiment tout pousser en prévision de ce qui va arriver l'année prochaine, tu vois. Et là, le but, c'est qu'à partir de 2025, que les capsules, elles envoient, tu vois. Et, euh, et c'est franchement compliqué. C'est franchement compliqué. Ça demande tellement plus de travail. J'ai l'impression qu'il me faudrait une journée de 30 heures, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai pas le choix. Donc, j'ai essayé de m'activer un petit peu et quitte à faire des plus grosses journées,
je me dis que, tu vois, si je travaille énormément maintenant, et bon, peut-être qu'à l'âge de 30 ans, j'aurais peut-être besoin de travailler que 3 jours par semaine pour bien gagner ma vie, tu vois. Donc, je suis prête à sacrifier ces quelques années parce que je suis persuadée que tout mon travail payera un jour. Mmh. Ouais, mais c'est une discussion que j'avais aussi, avec mon copain, tu sais, aussi le fait de se dire que là, on sacrifie un petit peu, notre jeunesse parce qu'on est encore jeune, notre vie Et ben, sociale et cetera, pour au final que plus tard, peut-être, on puisse être vraiment chef d'entreprise et pouvoir en fait, profiter de notre vie à ce moment-là. Mais moi, j'ai une question qui me turlupine, c'est comment faire pour scaler une entreprise de bijoux? Parce que c'est un truc, alors oui, former et cetera, mais j'ai l'impression que scaler une entreprise de bijoux, c'est hyper dur comparé à d'autres entreprises, tu vois? Où c'est de l'achat-revente. ouais, bah oui, en fait, ce que moi aussi, le gros challenge, c'est que je me dis que en fait, ma production a des limites, tu vois. Ma production a des limites. Est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un qui réussira à créer à ma place, tu vois? Et ouais, c'est un peu compliqué. Après, personnellement, même si j'adore la création, je me rends compte, et je pense que ça a aussi un lien avec les études que j'ai commencées et le fait que ça soit aussi ma passion, enfin mon domaine de cœur depuis le début, mais je me rends compte que je prends énormément de plaisir à gérer tout ce qui est direction artistique, etc. Donc moi, à terme, je sais que plus que créatrice, j'aimerais être directrice artistique de ma marque, tu vois. Donc je me dis que il faudrait vraiment que je trouve des employés à former sur la création de bijoux, d'autres sur la relation client, et que moi j'ai vraiment la main sur la direction artistique et que je puisse vraiment pousser en fait tous les univers de mes collections, etc. Donc je sais qu'à terme je travaillerai beaucoup moins en tant que créatrice et je serai beaucoup plus dans les backstage, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de perdre cette proximité avec mes clients, etc. Mais je sais que au bout d'un moment, ça pourra jamais être comme ça tout le temps. Tu vois, on va pas se leurrer. J'ai 8000 abonnés, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer une communauté de 8000 abonnés que de gérer 100 000 personnes, tu vois. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir faire des choix parce qu'on peut pas tout avoir. Et, euh, et voilà, tout est une question de choix en fait. Et Mmh. pas encore lesquels prendre. Voilà. Après, on a le temps franchement, bah, toi, ça a déjà bien commencé. Je suis en train de level up un peu la boutique et comme tu disais, moi aussi, la DA et tout ce qui est univers et ça autour des bijoux et tout, des collections, c'est j'adore. Déjà, je me suis chauffée, c'est-à-dire que la nuit dernière, je me suis dit: «Bah non, OK, tu vas sceller la collection, la prochaine collection». J'ai commencé à faire un PowerPoint avec des images et tout. Je suis en mode: «Mon Dieu». Je l'ai un peu trop pris à cœur, mais au moins je me dis: «Ça va être carré», tu vois? Ouais, ben, moi aussi, c'est ce que j'ai fait là. Juste avant qu'on s'appelle, j'ai commencé à bosser dessus. J'ai rempli genre 50 milliards de feuilles. Mais c'est vraiment la partie que j'adore. Vraiment, j'adore. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont un peu de mal en ce moment? Leur redonner un petit peu de peps, tu sais, quand on débute, c'est un peu dur. Est-ce que tu aurais des petits conseils? Alors, déjà, je pense que. Oula, attends, je me suis pris un truc. Oups. Euh, déjà, je pense que le fait de vraiment de, de savoir pourquoi on se lance, ça aide énormément. Je pense que le fait de juste se lancer pour se lancer, ça peut être un peu compliqué parce que au moindre échec, on n'a plus grand chose en fait à quoi se raccrocher. Donc ça peut être vraiment dur. Donc ayez une bonne raison de vous lancer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et, euh, et qui fasse en sorte que peu importe ce que vous traversez, vous savez que vous avez ce truc-là auquel vous raccrochez et quand ça va beaucoup moins bien, de se rappeler en fait pourquoi on le fait, tu vois. Moi, typiquement, si j'ai lancé cette boutique, c'était aussi pour essayer de sortir de mon schéma familial qui a été très très compliqué, tu vois. J'ai jamais connu l'aisance financière, le confort, etc. Enfin, c'est des choses que j'ai pas vraiment eues en grandissant et que je me souhaite plus que tout, tu vois. Donc, dès que ça va beaucoup moins, je me rappelle que si je fais ça, c'est pour essayer de sortir de tout ce que j'ai connu, d'essayer de construire un meilleur avenir et pour moi et pour ma famille et d'essayer d'ouvrir la voie aux prochains membres de ma famille, que ce soit mon petit frère, à ses enfants plus tard ou je ne sais quoi, tu vois. De me dire que si je l'ai fait,
tout le monde pourra le faire après moi. Et c'est ce qui fait que peu importe ce qui m'arrive, je me raccroche à ça et je suis inarrêtable, tu vois. Donc, ouais, rappelez-vous pourquoi. Rappelez-vous pourquoi vous le faites. Et après, d'un point de vue un petit peu moins mindset et d'un petit peu plus terre à terre, et ben, faites bien vos calculs. Voilà, faites bien vos calculs. Non, en vrai, prenez du plaisir à travailler. Euh, tout ce qui est forcé, ça se voit et ça marche beaucoup moins. Donc, prenez du plaisir, éclatez-vous et c'est quelque chose qui se retranscrira, que les gens verront et adhéreront beaucoup plus, à votre travail. Mmh. Je voulais juste rebondir sur ton pourquoi. Je sais que moi, au début, j'avais un pourquoi qui était là en mode, oui, enfin, si il est toujours d'actualité, tu vois? Mais j'ai plusieurs pourquoi pour l'entreprise. C'est-à-dire que, le fait de pouvoir, aider les femmes à vraiment développer et exprimer leur féminité, mais il y a aussi des pourquoi un petit peu plus superficiels. Genre, je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'ai fait un job étudiant, je faisais des glaces, donc vous avez votre glacière préférée devant vous, mais les clients dans le service, de l'Horeca, c'est juste pas possible et je me suis dit: «Manon, plus jamais tu ne fais ça». Donc tous les matins, je me lève et je me dis: «Tu vas travailler sur la boutique, comme ça tu travailleras plus avec d'autres personnes», tu vois? Mais c'est pas superficiel du tout, hein. C'est, Ah c'est franchement, je trouve vraiment pas ça superficiel. Et en plus, quand bien même tu avais des objectifs qui soient vraiment, vraiment superficiels, il faut en avoir aussi, tu vois. Moi, je sais pas, un truc tout con, mais je me dis que. Enfin, tout con. Je me dis que par exemple, plus tard, j'aimerais toutes les semaines aller me faire masser, tu vois. Et ben, je me dis que je vais bosser et que plus tard, j'aurai mon foutu massage tous les dimanches, tu vois. Donc, ça, c'est beaucoup plus superficiel. Mais c'est quand même bien, tu vois, ça permet d'un petit peu visualiser ta future vie de rêve, etc. Mais c'est pas mon pourquoi, tu vois. Si demain la boutique rencontre une difficulté, je vais pas me dire, oh, ça fait massage, tu vois. C'est pas ce qui va me raccrocher. Mais en vrai, c'est important aussi d'avoir des objectifs un petit peu en dessous, tu vois. Est-ce que tu utilises des mood boards et de la visualisation pour, atteindre tes objectifs ou pas? C'est quelque chose que je fais. En fait, je le traite beaucoup mentalement. J'ai encore du mal à le mettre sur papier, à le visualiser, mais c'est quelque chose enfin, je me renseigne de plus en plus là-dessus. C'est du contenu que je consomme pas mal également. Donc, je pense que ça ne saurait tarder, tu vois. Mais c'est plutôt des choses que je me répète beaucoup, beaucoup, beaucoup et que j'écris. Tu vois, j'ai un petit carnet, je l'avais déjà présenté sur mon compte TikTok, un carnet de notes sur 5 ans, tu vois. Et en fait, je sais que c'est un carnet que je vais garder pendant 5 ans, donc je me parle beaucoup à mon moi de dans 5 ans pour essayer un petit peu de savoir à quoi ressemblera ma future vie dans 5 ans. Et mon objectif, c'est que ouais, d'ici 5 ans, j'ai atteint tous les objectifs que je me suis fixés d'ici là, tu vois. Mmh. Je sais que moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est des petits, c'est pas un style de mood board, mais là, j'en ai un sur mon bureau. C'est juste, je prends un papier et je prends du vert parce que le vert, c'est la couleur de la réussite et de la chance et j'écris tous les objectifs du mois. Donc là, j'avais noté: essayer d'atteindre tel montant de chiffre d'affaires, acheter les packaging et cetera et cetera et en fait, j'ai dépassé le truc. Mais ce que je fais, c'est que moi, je signe le papier en disant: «C'est acté» et la moi d'avant veut que ça soit comme ça, tu vois? Donc je signe le truc et je l'affiche et à chaque fois que je travaille, je le regarde et en général, ça fonctionne. Donc c'est un peu de la manifestation de la visualisation. Bon, certains diront que ça fait un peu débat dans la communauté ESO, mais c'est un truc que je fais et je trouve que ça me motive vachement. Mais eh ben, c'est trop bien. Et justement, je me posais plein de questions à ce sujet-là. En fait, avant, tu vois, j'avais hyper peur de me projeter, de parler de mes projets, etc. Parce que j'avais tout le temps peur qu'on me porte l'œil, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai une question que je me pose très souvent. Je me dis, mais est-ce que le mauvais œil existe vraiment, tu vois? Est-ce que les gens ont un impact, ont un pouvoir sur ma vie, tu vois? Et c'est bon, c'est hyper personnel comme croyance, tu vois? Mais je sais que j'ai eu beaucoup peur du mauvais œil pendant très longtemps. J'avais tout le temps peur de parler de mes projets, tout le temps peur d'avoir des idées, d'en parler aux autres. Et aujourd'hui, j'ai ce truc où je me dis, mais je n'ai plus peur. En fait, si je te dis que dans 5 ans, je veux faire le million, et ben, qui sur cette terre a la force de m'arrêter et de se dire, ben, ouais, non, peut-être que ce soit de la jalousie ou autre, ou juste de la méchanceté, de la frustration, mais qui a assez de pouvoir sur cette terre pour faire en sorte que je ne vais pas atteindre mon objectif alors que de mon côté, je fais tout
pour m'en donner les moyens, tu vois. Je vais le visualiser pour être dans la dynamique, pour me projeter, et ensuite je vais agir, tu vois. Mais du coup, j'essaie vraiment aussi de cultiver ce truc de personne ne m'arrêtera, tu vois. Et même si ça fait un petit peu connasse prétentieuse, et ben, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. 2024-2025, on se laisse plus, on se laisse plus arrêter par les autres, en fait. On se laisse plus freiner. Moi, je sais que le mauvais œil, c'est un truc auquel je croyais pas forcément avant. Je pensais pas que les gens pouvaient avoir mais j'étais un peu naïve, tu vois? J'étais là en mode: «Mais non, personne fera ça et tout». Mais je sais qu'il y a des projets pour lesquels mieux vaut que j'en parle pas trop parce que je sais qu'après, comme je t'ai dit, je suis un petit peu dans tout ce qui est, spiritualité, ésotérisme et tout, donc c'est un truc qui circule beaucoup. Même si je pense que, même si à la limite je croyais que le mauvais œil fonctionnerait pas, je sais qu'il y a certains pratiquants qui peuvent, dans le domaine ésotérique, t'envoyer des sales trucs pour que tes projets fonctionnent pas. Donc moi, c'est un truc que j'ai mis en place. Je sais que, énergétiquement parlant, j'ai bien protégé mes projets et les trucs où c'est pas encore acté et fini, j'évite d'en parler parce que je sais que la jalousie, personnellement, ça peut avoir un petit impact et j'ai un peu la flemme. Donc il y a des trucs, j'en parle pas. Mais tu vois, par exemple, la boutique, bah, en soi, c'est visuel. Tout le monde a accès à la boutique, tout le monde le voit. Ça, je m'en fiche parce que je sais que je mets tout en œuvre, tu vois? Mais pour certaines choses où je contrôle pas, je préfère ne pas en parler publiquement, tu vois? Ouais, mais en vrai, je comprends et c'est pour ça que je dis déjà que c'est une croyance qui est hyper personnelle, tu vois. Moi, je suis athée, j'ai pas forcément de croyance en quoi que ce soit, tu vois. Je crois plus ou moins à un univers, mais j'ai pas de croyance ancrée. Donc, j'ai pas ce truc où je me dis que les gens ont un pouvoir sur moi par quoi que ce soit par la sorcellerie, par la parole, par la religion ou autre. Donc, je pense déjà que le fait de croire en rien de tout ça, ça m'aide beaucoup à avoir cette réflexion, tu vois. Et il y a juste ce truc où, par exemple, évidemment qu'il y a des gens méchants. Je suis très méfiante, je me méfie de beaucoup de gens. Donc, je sais ce que je dois dire et je sais ce que je dois pas dire. Mais ce que je dis pas, c'est pas parce que je veux pas qu'on porte l'œil, tu vois. Mais par exemple, admettons, si j'ai une idée de boutique, tu vois. Et ben, avant d'avoir signé le bail ou autre, j'irai jamais dire que oui, j'ai un projet de boutique là-bas parce que sans même parler de mauvais œil ou de quoi que ce soit, ben, juste une personne jalouse, elle prend son téléphone, elle appelle le bailleur ou elle appelle le propriétaire et non, 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 et ton truc il tombe à l'eau, tu vois. Donc ça, c'est juste de la méchanceté pure et dure, de la jalousie, tout ce que tu veux. Mais c'est, tu vois, c'est très terre à terre. Donc pour ce genre de choses, j'en parle pas. Mais si par exemple là, j'ai un projet où je sais que moi je mets tout en œuvre de mon côté, que tu peux pas physiquement, entre guillemets, avoir d'impact sur ce que je suis en train d'entreprendre, euh, j'essaye de faire en sorte que personne n'ait le pouvoir sur ce que je vis, tu vois. Ouais, mais ça, c'est une bonne manière de penser. C'est vrai que moi, j'ai à peu près la même chose, tu vois? Quand tout est fait et que en fait, tu peux plus avoir d'impact ou faire quelques manigances pour casser mon truc, là, à la limite, je m'en fous. Mais c'est vrai que, par exemple, là, j'ai un projet, ça fait, quelques mois que je travaille dessus. Mais il y a un truc où j'ai pas le contrôle sur tout et quand j'ai pas le contrôle sur tout, je préfère ne pas en parler parce qu'on sait jamais. Mais moi, c'est dans ma croyance, tu vois? Je me dis: «On sait jamais si quelqu'un veut m'envoyer un truc, veut faire un truc». Après, je suis dans le domaine éso, donc j'ai déjà entendu des gens qui disaient: «Ah machin, il a envoyé des rituels à machin d'autre pour ci, pour ça» et j'ai entendu des trucs assez trash et tu es là en mode: «Pourquoi faire?» Ouais, ça t'arrive en plus. Donc, Ouais. ouais, en vrai, je comprends et c'est pour ça, tu vois, je respecte absolument toutes les pratiques et croyances. Donc, je comprends que des gens veuillent s'en protéger. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et en fait, j'ai ce truc où je me dis que, en fait, je crois tellement fort en moi que au pire des cas, si quelqu'un veut me saboter, tu vois, on reprend l'exemple de la boutique, et ben écoute, tu veux saboter mon projet, ça se trouve, grâce à toi, je vais avoir une boutique encore mieux placée, encore plus grande, encore plus belle, tu vois. Et, euh, et, euh, et je sais que depuis que je casse un petit peu toutes ces barrières, toutes ces craintes, etc., je me développe beaucoup mieux, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel, enfin, tout fonctionne beaucoup mieux pour moi parce que je suis beaucoup moins dans la crainte et beaucoup plus dans l'action, donc ça m'aide énormément.
Mais je trouve que ça, c'est hyper important d'avoir une croyance en soi qui est hyper élevée, dans le sens où les gens peuvent se dire: «Ah ouais, elle est un peu égocentrique, elle est un peu, égoïste et tout». Mais en fait, il y a que toi qui vas créer tes projets. Si toi, tu te bouges pas, si on s'était pas bougé pour créer notre boutique, personne ne l'aurait fait à notre place. Si on ferait pas les démarches pour, arriver à nos fins, on n'y arriverait pas, tu vois? Donc c'est sûr que cette croyance de d'être confiant en soi-même, en sa capacité à créer les choses, c'est essentiel, surtout quand tu veux monter des projets, tu vois? Ouais, mais carrément. Et ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que, ouais, en fait, c'est beaucoup plus apprécié de se détester, de se dénigrer, de douter de soi, tu vois. Et, euh, et tu vois, c'est hyper banalisé, tu vois. Moi, je j'ai pas ce truc où je me dis, j'espère que je vais réussir. Je vais réussir. Pourquoi j'espère, tu vois? Pourquoi je me contenterai d'espérer, tu vois? Je vais réussir. Ça veut pas dire que je suis égocentrique. Ça veut pas dire que je vais me poser sur le canapé et attendre que ma vie de rêve me tombe dessus, tu vois? C'est juste qu'en fait, non, je vais cravacher. Je vais cravacher pour que ça fonctionne, mais ça fonctionnera en fait. Peu importe ce que vous pensez, peu importe vos intentions, je réussirai parce que je crois en moi. Et croire en soi, c'est pas être égocentrique, je descends personne, je me place au-dessus de personne, je me place juste au-dessus du moi d'il y a 6 mois, tu vois, ou du mois d'il y a un an. Et je me placerai bientôt au-dessus du mois de maintenant, tu vois. Mmh. Je sais qu'il y a quelques mois, je parlais avec, une autre entrepreneuse, du domaine ESO et elle me disait: «Oui, moi le conseil que je donne, c'est de vraiment, ne pas avoir peur de travailler tard» parce qu'elle travaillait et elle travaille toujours jusqu'à 23 heures. Puis après elle a une boutique, donc le lendemain matin, elle doit repartir à 9 heures et cetera. Et au début, parce que je venais de lancer, enfin la boutique, ça commençait un petit peu à fonctionner, j'étais là en mode: «Ouais, moi aussi, je travaille et tout». Maintenant, actuellement, en plus que je dois gérer mes cours, le podcast et tout ce qui s'ensuit, je travaille en général jusqu'à à peu près 1 heure, 2 heures du matin, à peu près tous les jours quand il y a des commandes ou pas à gérer. Et je me dis: «Manon, franchement, la honte que tu t'es pas fait à dire ça sur un podcast, alors que 6 mois après, tu fais pareil». Mais c'est pour ça aussi que c'est hyper important de croire en soi parce qu'en fait, quand tu crois en toi, c'est qu'il faut aussi avoir la force de croire en soi quand il est 2 heures du matin, que tu es crevé, mais que tu as des commandes à faire. Ouais, non, mais carrément. C'est pour ça que moi, j'essaye de faire, tu vois, une liste de toutes les raisons pour lesquelles je fais ça, de toutes les choses positives. Quelque chose que je fais aussi, c'est que tous les gentils messages de mes clients, etc., je stocke tout dans un album. Et quand ça va pas, je relis tout. Je relis leurs messages, je relis mes motivations personnelles, je, je relis mes notes d'il y a quelques mois où, par exemple, je sais pas, admettons, il y a peut-être 6 mois, tu vois, je me réjouissais de faire 2 000 € de chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui, s'il faut, je fais 10 fois ça. Et du coup, ouais, j'essaye de me raccrocher à tous ces trucs-là. Tu vois, ça rejoint ce truc de pourquoi, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ça aide à pas se laisser abattre. Parce que ouais, on peut facilement se laisser décourager. Et en vrai, c'est pas parce que je crois dur en faire comme moi que j'ai pas des moments de down, tu vois. Il y a encore une semaine, j'étais au bout de ma vie, et, j'étais en stress, à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je savais pas comment j'allais m'en sortir. Mais ouais, je suis pas infaillible, je reste humaine, tu vois. Mmh. J'avais de nouveau une question, j'ai oublié. Si c'est pas ah oui, est-ce que pour, comme dernière question, tu saurais un petit peu nous dire comment est-ce que tu fais face à la critique et comment est-ce que tu as pu faire face à la critique avant? Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que j'ai énormément été impactée par le regard des gens. Enfin, j'étais la plus grosse people pleaser que la Terre ait pu porter. Je faisais tout pour réjouir les gens, pour essayer de satisfaire tout le monde. Et déjà, je pense que la première chose à intégrer, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Tu as beau tout bien faire, et enfin, tu peux te tuer avec la personne la plus parfaite du monde, tu auras toujours des gens pour te descendre. Donc, une fois que ça, tu l'as intégré, c'est déjà beaucoup plus simple, tu vois. Et, euh, et le fait justement d'avoir énormément travaillé sur ma confiance en moi, ça fait que aujourd'hui, je crois tellement en moi que c'est pas les paroles de un tel ou de un tel qui vont m'abattre, tu vois. Et je me donne quand même le droit d'être touchée par quelques commentaires de temps en temps, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Tu vois, allez, je vais être énervée un bon coup pendant 1 heure et ensuite je passe à autre chose. Ma vie, elle continue, tu vois. Encore une fois, je suis pas infaillible, je reste humaine, j'ai des émotions. Donc si des fois ça veut me toucher, et ben écoute, je me laisse toucher, mais 1 heure pas plus, tu vois. Et ouais, comme je l'ai déjà expliqué, en fait, tu te feras jamais critiquer par des gens qui font moins bien que toi. Donc pourquoi se laisser
abattre, vraiment abattre par des gens qui ne font pas la moitié de ce que tu fais, tu vois. Et, et ouais, je pense que c'est ce qui m'a permis d'un petit peu plus encaisser. Et après, on va pas se mentir, j'ai aussi filtré pas mal de mots sur TikTok. J'ai tous les commentaires qui revenaient souvent et qui me font énormément de tort. Je les ai tous bannis parce qu'au bout d'un moment, c'est ma section commentaires, c'est mon espace. Si j'ai envie qu'il soit sain et qu'il soit rempli de craftos hyper sympa, et ben ça sera rempli de craftos hyper sympa, tu vois. Donc on a des fonctionnalités qui sont faites pour, utilisons-les franchement. Bah, écoute, merci beaucoup. J'espère que ce petit podcast, que ce podcast t'aura plu, que ça aura été sympa. Cool. Bisous. Et coucou les copains, c'est de nouveau moi. Il est de nouveau 1h, 2h du matin quand je fais cet enregistrement. Donc tout ça pour vous dire que j'espère que le podcast vous a plu, j'espère que Mag vous a plu, que vous avez pu la découvrir et découvrir un petit peu son univers. Si vous souhaitez retrouver la boutique de Mag ou autre, ou ses réseaux sociaux, simplement Maggie's Crafting ou Maggie's Talking, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais elle a aussi son réseau social là, sur TikTok, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous souhaitez la retrouver. Et si vous souhaitez me retrouver aussi, tout en barre d'infos. Si le podcast vous a plu, que ça vous a aidé et que vous avez apprécié ces 2 heures en notre compagnie, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à vous partager et à nous mettre une jolie note, que ce soit sur les applications de streaming ou sur YouTube, Spotify, etc. Vous savez, c'est la même chose toutes les semaines. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, passez une bonne nuit. Bisous.